Salut tout le monde, bienvenue sur cette troisième saison déjà du Petit Plateau. Le Petit Plateau, on vous rappelle, c'est votre podcast vélo favori bien évidemment, hein, des analyses, des coups de cœur, des coups de gueule, mais surtout de la bienveillance. C'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette nouvelle saison, la saison 2025. Et avec moi pour en parler, déjà ce soir présent, mais ils seront là tout au long de la saison, eh bien il y a bien évidemment Alexis et Damien. Salut les copains! Salut tout le Salut monde. Romain, salut tout le monde. Salut. Alors pour démarrer en fanfare cette troisième saison, la saison 2025, forcément, on va faire un premier épisode d'état des lieux. On va revenir un petit peu sur les forces en présence. Alors c'est pas très original, c'est vrai, mais c'est quelque part incontournable. Quels sont finalement les coureurs, les équipes dont on va parler en 2025? Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, avant d'évoquer vraiment la saison 2025, revenir quelques jours, quelques semaines en arrière pour évoquer finalement peut-être ce qui est l'événement de cette entre-saison, c'est le transfert de Maxime Van Gils. Maxime Van Gils, le Belge qui a cassé son contrat chez Lotto Destiny pour rejoindre Red Bull Bora Hansgrohe. Alors, c'est pas la première fois qu'un coureur casse son contrat. C'est même presque une spécialité belge, hein. On se rappelle que Ken Uijtdebroeks l'avait fait l'année passée. Wout van Aert l'avait fait aussi par le passé. Mais enfin, on a quand même l'impression que dans le cadre ici de Van Gils, en tout cas, au niveau des suiveurs, ça a provoqué une onde de choc un peu plus importante que celle de Uijtdebroeks. Et donc, pour démarrer cette troisième saison du Petit Plateau, j'aurais aimé vous entendre, Alexis Damien, sur ce cas Van Gils. Qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être commencer par toi, Damien. Oui, moi je vais d'abord juste dire un mot pour comparer avec Uijtdebroeks. Je pense que ça nous a plus marqué parce que je pense pas qu'Uijtdebroeks c'était une question d'argent, sans dire qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent à la Visma, mais je pense pas que c'était ça. Je pense qu'il y avait d'abord, apparemment, il y avait un mal-être chez Bora, et Mhm. puis je pense que c'était pour lui l'équipe de rêve pour aller gagner un grand tour, ce qui est son objectif de carrière. C'était la Visma, l'équipe des grands tours. Donc je pense qu'on n'est pas dans la même chose. Ici, Van Gils. Alors, peut-être que certains me diront le contraire, mais pour moi, ça n'est que financier. Ça ne veut pas dire qu'il est perdant sur le plan sportif, mais c'est un choix financier. Ça ne veut pas dire non plus que je lui jette la pierre, hein. Mhm. Il y a beaucoup de débats. Moi, je ne vais pas me faire plus catholique que le pape. Je pense que dans sa situation, je pars aussi. J'ai du mal à accepter qu'il parte, mais je crois que je l'aurais fait. Donc voilà, c'est facile à notre place de dire, ouais, c'est bon, il part pour le pognon, c'est l'auto qui lui a tout donné. Oui, vous le savez, on en a parlé en privé. C'est le genre de discours que je peux tenir un peu par déception. Mais après, si je suis honnête, si je suis objectif, non, je ne peux pas lui en vouloir. Maintenant, ça pose un gros problème sur le cyclisme actuel, qui devient de plus en plus un sport business, et aussi sur l'éthique de certains, que ce soit coureurs ou agents, ou parfois équipe aussi, hein. Parce que un truc qui m'a embêté aussi avec Van Gils ici, c'est le timing. C'est-à-dire, il part pas pour l'argent à la fin d'un contrat où il va pas renégocier ou quoi au caisse, c'est qu'il signe dans l'année une revalorisation de salaire, une prolongation de contrat. Euh, alors, je vais faire des raccourcis qui sont peut-être pas exactement corrects, mais Lotto s'est pas gardé, perd un sponsor en plus, hein, au passage. Du coup, ne s'est pas gardé Campenars, ne s'est pas gardé Krohn, Vormeer, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas aussi, donc perd pas mal de coureurs. Et puis, Van Gelsie, ah bah finalement, je m'en vais, moi les gars. Oui, mais c'est trop tard pour récupérer Krohn, Campenars et compagnie. Donc en Mhm. fait, l'équipe se retrouve perdante sur tous les plans. Et là, ça me gêne un peu plus. Voilà, je sais pas ce que toi, Alexis, t'en penses, mais voilà, moi, ça me gêne un peu plus à ce niveau-là, quoi. Non, non, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Écoute, moi sur le plan affectif, je suis dégoûté parce que je suis dégoûté qu'il quitte l'auto et qu'en plus, comme tu dis, il met un petit peu l'auto dans l'embarras. J'aurais voulu qu'il respecte son contrat, d'autant plus venait d'en signer un autre. Mais bon, voilà, comme tu dis, il faut être honnête. Patrick Lefebvre dit souvent qu'un contrat, ça se respecte, mais dans le monde professionnel, c'est pas forcément toujours le cas. Et je crois qu'un contrat cycliste, c'est de plus en plus à voir comme un contrat professionnel. J'y reviendrai tantôt, je pense. Aussi, moi, à titre personnel, je fais partie des gens qui réfléchissent pas forcément avec le salaire ou l'argent, mais encore une fois, on te propose 5 fois ton salaire pour le même boulot, ou, il faut être honnête, on ne lui propose pas de vendre son âme au diable, hein. On lui propose le même boulot dans une équipe potentiellement plus ambitieuse, plus professionnelle. Il le disait encore aujourd'hui, bon, c'est sûrement extrapolé, mais il dit que chez Bora, pour le même job, enfin pour la même fonction, tu as 10 personnes, tandis que chez Lotto, tu en as une. Donc on peut envisager qu'il y a plus de professionnalisme chez Bora, ce qui est pas, voilà, c'est pas déconnant de le penser. Donc voilà, 5 fois le salaire pour potentiellement plus de résultats, on le comprend.
Voilà, et ça c'est pour le niveau extra-sportif et affectif, je suis dégoûté, mais après, voilà, je comprends, je peux pas lui jeter la pierre non plus. Oui. Mais c'est vrai que ce que finalement cette histoire nous donne, et on l'évoque ici, c'est le côté financier qui se cache Mhm. derrière. C'est surtout cette illustration, je pense que le cyclisme professionnel aujourd'hui, et essentiellement dans le World Tour, tourne autour de l'argent plus que jamais Mhm, finalement, hein, bien plus qu'il ne sûr. l'a jamais fait. Et notamment, qui dit argent, dit argent, sans mauvais jeu de mots. Ceux qui éventuellement ne l'auraient pas vu, je vous recommande l'interview de Ouais. Alex Carrera sur Vélo Futé, hein, le site Vélo Futé. Alex Carrera, donc, c'est cet agent hyper puissant dans le cyclisme, l'agent de Pogacar, mais aussi l'agent désormais de Maxime Van Gils, qui évoque justement la place de l'argent dans le cyclisme. Et de plus en plus, il y a cette impression que émerge toute une série, non, justement pas, quelques super équipes, quelques super teams. Plusieurs personnes ont déjà évoqué, on l'a fait sur le petit plateau, hein, des solutions qui pourraient justement un petit peu endiguer ce phénomène, notamment à travers un salary cap ou un budget qui serait fixé de façon maximale. Il a d'ailleurs, Alex Carrera, un avis assez intéressant sur la question. On vous recommande l'interview de Vélo Futé. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est l'émergence de quelques superpuissances. C'est inévitable dans le cyclisme aujourd'hui qui est drainé, on le disait, par l'argent, avec, pour revenir encore un petit peu sur la saison 2024, une équipe hein, qui a tout écrasé. C'était UAE Team Emirates, avec bien évidemment un Tadej Pogacar qui était stratosphérique. Ça, je crois que tout le monde s'accordera pour le dire. Mais enfin, il n'y a pas eu que ça, hein. UAE, c'est 82 victoires sur la saison 2024. C'est plus de 20 coureurs ou c'est 20 coureurs différents qui ont remporté une équipe. Ça montre bien que un des problèmes aujourd'hui dans le cyclisme, c'est cette concentration de talent dans quelques équipes. Après, je pense qu'il y a tout juste un an, on était ici sur le petit plateau en train de tenir ce même discours avec une autre équipe, avec l'équipe Visma Lease a Bike, qui avait écrasé la concurrence en 2023, avant de connaître une année 2024 beaucoup plus contrastée. Ce qui m'amène finalement à vous poser cette deuxième question. Quelle est la saison que l'on doit attendre de UAE Team Emirates en 2025? Est-ce que ils sont tellement forts qu'ils vont à nouveau écraser la concurrence? Ou est-ce que, à votre avis, il pourrait y avoir une sorte de rééquilibre des forces en présence dans cette nouvelle saison qui commence? Ouais, pour moi, alors ils vont pas écraser de la même façon, je le pense pas. Euh, mais ça va rester pour moi l'équipe numéro un. En fait, si je pense qu'ils vont pas écraser de nouveau la saison, c'est pas que ça dépend du UAE. Moi, pour moi, UAE, ils vont rester sur leur standard, mais ça dépend de Visma. Ça dépend de la concurrence. On parlera un peu plus tard de Red Bull, on peut déjà le dire, puis ça devient une autre grosse équipe. Mais je pense que Visma, on ne doit pas se tromper quand on analyse pardon, leur saison 2024. Je suis convaincu que la malchance a joué, mais pour énormément. Ouais. Il y a pas, franchement, il ne faut pas qu'on se trompe. Et ils font une saison qui est mauvaise, mais c'est la deuxième meilleure équipe et ils gagnent le, le Newsblad Ecurne, l'ouverture. Ils gagnent à travers la flotte, ils gagnent Paris-Nice, Tirreno Adriatico, qui sont les plus belles courses. Ils gagnent sur tous les grands tours. Enfin, ils gagnent partout. Hein. Il ne faut pas non plus. Alors qu'ils font une saison dégueulasse, entre guillemets, à leur niveau. Tu vois? Et pour moi, il n'y a rien à faire. Vingegaard, il va revenir à son niveau. Van Aert, bon, il a quand même pas mal de poisse, mais il aura peut-être pas autant de poisse qu'en Mm. 2024. Il y a eu Van Barle qui a eu pas de chance. Il y a eu Laporte qui était malade. Voilà. Ko a dû quitter. Kian a dû quitter le Giro aussi. Je pense qu'ils ne vont pas être aussi dominateurs, UAE, à cause du retour en grâce, on va dire, de Visma. Maintenant, par contre, UAE, oui, à part la poisse comme a connu Visma, je ne vois pas très bien pourquoi il baisserait de niveau. Hein. Alors oui, on va tout de suite mettre aussi ça, parce que ça viendra certainement sur le tapis. Il y a cette histoire de monoxyde. Moi, cette histoire de monoxyde, je voudrais quand même dire un truc. Je sais qu'on a un tout petit désaccord là-dessus avec Alexis, où peut-être il met un Attends. tout petit peu plus d'impact. Ouais, je pense que tu mets un tout petit peu plus d'impact pour UAE avec le monoxyde que moi. En fait, non. Je m'exprime mal, je suis d'accord même avec toi. Juste de la comparaison avec Visma, je ne le fais pas. Je trouve qu'on a trop tendance à dire le monoxyde du AE, le monoxyde du AE, le monoxyde du AE. Visma Israël, on dit exactement la même chose que AE. On ne sait pas qui l'a utilisé comment.
Mais bon, moi, honnêtement, je me fais pas trop d'idées. Visma, c'est pas devenu, c'était les méchants en 2023, c'est pas devenu l'équipe la plus éthique. Ah oui, nous, on utilise vraiment ça très bien, sans exagérer, pendant qu'UAE triche. Non, ça, j'y crois pas. Donc, voilà, pour moi, ils vont peut-être un tout petit peu baisser de niveau par rapport aux équipes midfield, mais on va même pas vraiment le voir, ça, au final, parce que l'équipe midfield ne va pas rivaliser avec UAE, monoxyde ou pas monoxyde. Donc voilà, je pense pas qu'on va les voir, qu'on Non. va voir une grosse différence. Non, après, que les deux équipes utilisent le monoxyde ne veut pas forcément dire qu'ils l'utilisent de la même manière et que les coureurs, voilà, que les coureurs réagissent de la même manière. UAE, pour moi, on a quand même l'impression, si c'est avéré, il y a quand même très peu de doutes que le monoxyde a fait effet chez UAE l'année dernière. euh, il a fait effet de manière assez extraordinaire. Peut-être plus que chez Visma, peut-être pas. Mais aussi, il ne faut pas oublier, comme tu le dis souvent, Vingegaard a eu une préparation tronquée. Malgré ça, il a fait un Tour de France monstrueux et c'est très probable qu'il ait eu son monoxyde aussi. Donc imaginons préparation normale plus monoxyde, il aurait peut-être été au niveau de Pogacar, voire comme en 2023, plus fort que Pogacar. Donc Ouais. si là, on part du principe qu'il n'y aura pas monoxyde en 2025, peut-être qu'on va retrouver la dynamique de 2023, de 2022, avec un Vingegaard plus fort que Pogacar. On ne sait pas, mais on ne peut pas être sûr que ce ne sera pas le cas. Tout comme on ne peut pas partir du principe que d'office Visma fera une saison aussi pourrie qu'en 2024, enfin pourrie à leur échelle évidemment, parce que ils ont des talents et des monstres absolument partout, et comme tu dis, ils ont eu de la poisse, etc. Et on parle de superpuissance, bon, il n'y a pas vraiment de définition de superpuissance en vélo. En géopolitique, une superpuissance, c'est un pays dont l'influence est très marquante dans plusieurs domaines. Donc moi, je vois un peu la superpuissance en vélo comme une équipe qui est capable de dominer partout. Mhm. Et à ce petit jeu-là, Visma a des superstars absolument sur tous les domaines. Ils Mhm. peuvent gagner, enfin, gagner, rivaliser sur tous les monuments, sur tous les grands tours, sur toutes les grandes courses. Donc voilà. Si on part de ce constat-là, on ne peut pas partir du principe que Visma fera une mauvaise année en 2025. Au contraire. Ouais. Juste avant de te donner la parole, Romain, je voulais juste réagir. Effectivement, je comprends où tu veux en venir. Alors sur l'utilisation, bon, voilà, on ne saura jamais. On Maintenant, ne il y sait a pas. des trucs marquants, c'est vrai, et là, je vais te donner un point, c'est que, mais bon, après, ce mec est une énigme, mais si je vois la saison de Sepkus, Ouais, ouais. voilà, alors que chez UAE, tout le monde a performé Après, correctement. on peut Donc là, encore. je comprends Oui, je sur suis la d'accord avec dimension toi. collective, on peut se dire effectivement, peut-être que ça marchait mieux chez UAE. Donc là, Peut-être je que peux te certains refusent rejoindre, de prendre aussi, effectivement. hein, tu vois, on sait pas ce qui se passe. Mais pareil, ça reste des suppositions, mais tu vois, un Derek G, qui est chez Israël, ça paraît quand même assez évident qu'il y avait quelque chose, tu vois. Mhm. Donc, voilà. Et tandis qu'un CUS, bah, voilà, c'est le contre-exemple, donc évidemment, on ne saura jamais. Et 2025 sera justement une très bonne indication. Moi, j'avais, bon, tout le monde sait, on n'est pas trop dans les accusations de dopage et tout ça, nous, mais j'avais évoqué l'idée que l'UCI travaille par remontrance et disent ah tiens, cette année vous avez utilisé un produit pas interdit mais douteux, on dit rien, on vous laisse tranquille, il n'y a pas de grands soucis dans les médias et autres, mais vous arrêtez. Et c'est tout à fait possible qu'Ineos ou Sky à l'époque ait eu ça, que Bahreïn ait eu ça, que Quick-Step ait eu ça. On a quand même beaucoup d'exemples d'équipes qui ont surperformé pendant des années et qui, l'année d'après, ont été un petit peu moins forts. Donc, on peut très bien envisager que UAE et du coup Visma Israël et ça aussi l'année prochaine, et on le saura très vite. Ouais. Et plus c'est que si on veut refaire aussi le parallèle avec Visma 2023, enfin entre Visma 2023 et UE 2024, on se rappelle que cette super saison en 2023 s'était terminée à la fois enfin, par un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y avait une apothéose avec ce podium historique sur la Vuelta, mais en même temps, c'est premier signe de finalement cohabitation compliquée entre toutes ces superstars. Au niveau du AE, là, il y a une superstar qui domine véritablement les autres, encore plus que ce que Vingegaard représentait chez Visma, je pense, en 2023, mais Mhm. enfin, on a quand même, avec notamment Ayuso, eu écho de quelques soucis en interne au sein du AE, entre justement tous ces leaders qui acceptent de faire le larbin d'un Pogacar, mais ont peut-être envie eux aussi de pouvoir jouer leur propre carte. Et quand on est dans une équipe où tout va bien et où tout le monde gagne, hein, puisqu'on l'a dit, 20 coureurs différents ont gagné une course en 2024 chez UAE, tout le monde se tait. Mais il suffit que ça marche un peu moins bien pour qu'il y ait des problèmes. À côté de ça, il faudra voir aussi, on a parlé des forces en présence, des transferts, hein, on va évoquer les transferts durant ce podcast. Il y a assez peu de transferts finalement chez UAE, dans un sens comme dans l'autre, alors que chez Visma, il y a
assez peu de départs, mais il y a surtout des arrivées assez marquantes. Un Axel Ringlet sur des courses d'un jour, mais aussi Simon Yates, hein, qui vient quand même, c'est peut-être un des transferts les plus marquants de ce Mhm. mercato, qui vient renforcer la division montagneuse de chez Visma. Donc tout ça me fait dire qu'effectivement, sur papier, UAE part bien évidemment avec l'étiquette de favorite, comme Visma partait en début de saison 2024 avec l'étiquette de favorite, et ce sera à Visma évidemment de faire à nouveau mentir les pronostics, ou en tous les cas à nouveau d'inverser la tendance, à moins que quelqu'un d'autre évidemment ne vienne jouer Mhm. le trouble fête. Et tu l'as dit Damien tout à l'heure, ben, c'est clair qu'on a une troisième équipe là, qui vient se mêler à la lutte, en tous les cas pour le podium, ça certainement, mais peut-être aussi pour truster tout en haut du peloton World Tour, c'est Red Bull. Ouais. Avant de parler de Red Bull, je voulais juste vous demander, parce que ça m'intéresse, tu l'as dit, il y a très peu de transferts chez UAE, juste pour clore le débat UAE, vous pensez quoi des transferts? Parce que moi je sais, je le dis souvent, et Alexis a raison, mais il me reprend un peu souvent en me disant, c'est plus facile d'être malin quand on a de l'argent, tout à fait raison, et bien évidemment, je ne vais pas contredire ça, mais en attendant, c'est quand même pas, c'est Eregots, quoi, par exemple. C'est Mhm. Florian Vermeer, je veux dire, c'est pas les super noms. Et moi, je trouve toujours qu'ils Non? transfèrent malin. Et pour une fois, c'est encore Et pardon, une fois encore, pas pour une fois. Je trouve que c'est malin. Moi, je crois encore que c'est deux bons transferts. Pour les mecs, on peut en discuter. Moi, je trouve pas que c'est des mauvais transferts pour eux, dans le sens où Eregots, il a eu sa chance. Bon, voilà, ça va jamais être le leader absolu. Alors oui, il aura peut-être un peu moins de liberté, mais je sais pas, ce qu'on préfère en tant que coureur, ce serait sympa en fait d'avoir des coureurs parfois pour leur demander, mais tu préfères aller faire partie d'un projet où tu vas gagner le Tour de France, où tu vas jouer ton rôle, pour autant que ce soit dans la sélection, mais c'est un exemple ici, hein, où tu préfères de temps en temps avoir ta carte. Mhm. Vermeer, moi je pense que ça peut être bien pour lui. Et alors, voilà, je voudrais vous entendre dessus, mais aussi je voudrais vous entendre sur Narvaez. Ouais. Ça c'est une arrivée un peu plus bizarre, je trouve. Est-ce que c'est juste remplaçant de Mark Hirschi, entre guillemets Qu'est-ce que vous pensez de Narvaez qui débarque là? Ouais, je vais juste, avant de parler de Vermeersch et de Narvaez, j'en profite pour revenir 2 petites secondes sur Van Gils. Et ce que tu m'as dit, ça m'y fait penser. C'est assez intéressant parce que, en effet, beaucoup de coureurs, et on peut penser que ce serait le cas d'un Herogots, choisissent l'argent, comme Van Gils, mais au détriment du sportif. Ils choisissent l'argent pour aller l'arbiner. Van Gils, c'est pas son cas. Mhm. Van Gils, il va pas aller l'arbiner pour Roglic, il y va pour pour être une pièce maîtresse de Bora dans le pôle classique. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est pas un coureur de grand tour, c'est un coureur classique. Donc oui, il choisit l'argent, mais d'un autre côté, sur le point de vue sportif, je dis pas qu'il aura mieux que l'auto, mais voilà, il sera pas moins bien loti que l'auto. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Et Vermeersch, je me demande si c'était pas un peu la même chose, parce que ok, chez l'auto, il était peut-être co-leader et encore avec un Deli sur les Flandriennes, mais là, chez UAE, en fait, pour moi, il y a de la place hein, pour lui. Sur le point de vue sur les Flandriennes, il ne sera pas leader, ça c'est sûr et certain, mais sur certaines Flandriennes, pour moi, il peut avoir son mot à dire. Je suis d'accord, et Romain va réagir parce que je sais qu'il n'est pas totalement d'accord. En fait, je suis d'accord avec toi sur les, entre guillemets, petites Flandriennes. Ouais, Et sur les plus grandes, je le vois où il y a très peu de chances que ça passe. Mais d'un autre côté, il aura la chance d'être un des premiers à attaquer de son équipe. La chance ou la malchance, ouais, c'est à voir. Parce qu'il y a des Wellens et des Polites qui, à mon avis, seront quand même peut-être au-dessus de lui dans la hiérarchie. Bon, le run, en plus, Pogacar, c'est prévu à son programme, donc n'en parlons ouais. pas. Et puis, Narvaez, on va voir là où il va aller. Mais il est très bon aussi Pour un sur des Roubaix, Flandriennes. Donc, un Roubaix, Vermeersch, on ne sait jamais, hein. Même mhm. s'il a jamais trop, allez, il s'est révélé, mais il a jamais trop confirmé, mais qui sait, là, avec UAE, avec l'entraînement UAE, on sait jamais. Romain, Romain, t'y crois pas trop, je crois. Bah, c'est-à-dire que je pense que Vermeersch, il va aller dans cette équipe faire un peu comme un Team Wellens, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui va venir comme lieutenant de Pogacar quand le maître est là finalement. Et quand il n'est pas là, il ne sera pas nécessairement le leader. Ils seront plusieurs. Hein, on se rappelle quand même que Wellens fait un gros printemps en 2024. Il était présent tout le temps, partout, mais le meilleur résultat de UAE, c'est Polit, hein, qui va faire deuxième Mhm. sur Kuurne, sur l'Omloop. Donc, Ouais. Et sur Ron Roubaix, il fait des sacrés résultats aussi, d'ailleurs. tout à fait. Mais donc Mhm. c'est ça, c'est que finalement, il va avoir une carte dans un collectif, alors que chez Lotto, il aurait été davantage mis en évidence,
avec tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients. Il y avait la pression chez Lotto qui n'aura peut-être pas chez UAE. Et puis, tu l'as évoqué, on se rappelle tous de cette fameuse deuxième place sur Roubaix, ce qu'il a fait révéler au grand public. C'est peut-être finalement ça que UAE est allé chercher avec Vermeersch, c'est-à-dire que UAE a plusieurs coureurs de pavés, hein, on vient de citer Wellens, Pollitt, même dans une moindre mesure un Narvaez qui peut s'illustrer sur des courses comme le Samain par exemple, des choses comme ça. Ou un Pierre. Ou un Bière, exactement. On avait aussi un Morgado, très à son aise, alors que c'est pas du tout le genre de terrain qui lui conviendrait a priori. Donc il y a du potentiel, mais peut-être que Vermeersch a cette cartouche Roubaix en plus que les autres n'ont pas. Euh, Enfin, Pollitt, vous allez me dire de nouveau, ça se défend, hein. Mais Vermeersch est peut-être finalement la personne qui a été recrutée par UAE pour aider Pogacar, peut-être pas cette année-ci, mais pour aider Pogacar à aller chercher celle qui apparaît peut-être comme la plus difficile des courses à aller chercher pour faire finalement le grand challenge et aller chercher, enfin le grand chelem, pardon, et aller chercher tous les monuments. Donc là, c'est peut-être intéressant, effectivement. Enfin, c'est de toute façon, dans tous les cas, c'est très intéressant et très intelligent comme transfert, hein. Mais donc, je pense que c'est peut-être un petit peu ce rôle-là qu'on va donner à Vermeersch. Et Regots, très rapidement, oui, je pense que tu l'as dit, c'est un coureur qui a fait de belles courses jusqu'à présent dans des petites équipes. Ici, il va se fondre dans un noyau. Si ça se passe bien, il aura de temps en temps une carte aussi, avec la possibilité, pourquoi pas, d'aller remporter de grandes courses en tant que coéquipier. Donc, on ne peut pas non plus, évidemment, lui jeter la fleur. Par contre, je reste persuadé que le meilleur transfert, finalement, parmi ces deux équipes dont on parle depuis tantôt, ça reste Simon Yates chez Visma, puisqu'on vient vraiment là densifier quelque chose pour, bah, on va pas se le cacher, pour le Tour de France, qui reste la plus grande course et qu'il faut absolument réaccrocher à son palmarès dans le chef de Visma et de Vingegaard. Et là, effectivement, face à une kyrielle d'attaquants, en tout cas de grimpeurs, que sont Yates, le frère Yates, hein, Adam Yates, Almeida, Ayuso et tous les autres, il était nécessaire pour Visma d'aller recruter parmi les meilleurs grimpeurs du monde. Et Simon Yates est un des meilleurs grimpeurs du monde. C'est pas le plus Ouais. régulier, ce qui lui a toujours coûté des bons classements dans les grands tours, mais c'est toujours un coureur qui a su gagner sur les grands tours et montrer que finalement, il n'avait rien à envier sur, en tout cas, un jour de course aux meilleurs grimpeurs, à l'exception, bien évidemment, de Pogacar et Vingegaard. Mais moi, tu disais densifier. Moi, je voudrais aussi voir le côté densifié sur la saison. Je suis curieux de voir le programme de Simon Yates. Bien sûr, il va devoir aider Vingegaard, mais enfin, Ouais. bien sûr, je suppose. Mais sur le reste de l'année, sur les courses à étapes, parce qu'en fait, ils ont perdu Roglic, ils ont eu Kian qui est normalement pas encore prêt, même si on dit ça en fait en 2023, on rappelle qu'on l'espérait top 5 du Giro, donc voilà. Mais aussi, j'ai pas l'impression que Kian c'est quelqu'un qu'on va voir toute une année. Je peux me tromper, et j'espère me tromper, mais je crois qu'il va être très fort sur ses grands objectifs et peut-être un peu moins présent le reste du temps. Ouais. Euh, Simon Yates, ils avaient besoin aussi pour peut-être aller gagner des courses à étapes où tu n'as pas Vingegaard. Alors je sais, il y a Jorgensen aussi, hein. Bah ouais. Je parle de courses plus montagneuses où Jorgensen, en théorie, bon après c'est vrai, il a quand même gagné Paris-Nice, il a quand même fait un beau Tour de France, hein, mais en théorie, Jorgensen offre moins de possibilités sur des terrains très montagneux qu'un Simon Yates. Donc en dehors du Tour, parce que sur le Tour, je trouve que c'est bien, il faut entourer Vingegaard, mais pour moi, ça fait pas vraiment de différence. Il y a eux assez pour répondre à Simon Yates. Les deux, là, ils sont dans leur monte, Vingegaard et Pogacar. Honnêtement, j'exagère en disant que l'équipe, elle compte pas, hein. Il leur faut des lieutenants, mais franchement, je crois que Mm. ça se joue pas pour Avec ce grand-chose. qu'on a vu en 2024, on n'est pas loin de pouvoir penser ça, oui. Mais ça pourrait Mm. être différent l'année prochaine. Et Yates pourrait, pour moi, enfin, c'est très difficile. J'aurais la même interrogation pour Narvaez d'ailleurs, mais j'ai vraiment du mal à imaginer le programme de Yates. Mais je peux quand même supposer qu'il aura une carte blanche, ou en tout cas semi, sur un autre grand tour et sur quelques courses par étape. Mais je pense quand même que le rôle principal sera d'accompagner Vingegaard sur le Tour de France. Je peux pas imaginer autre chose que ça comme raison principale du transfert. Alors les Ouais. transferts, Romain, tu avais lancé le sujet, donc on y revient. Les transferts, une équipe qui a transféré, c'est Red Bull Bora. Tu m'avais lancé là-dessus. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on a 3 heures pour parler juste Red Bull Bora? On peut faire ça? Non, mais c'est un truc de fou. Donc, on a parlé, on a ouvert avec Van Gils. Je les ai notés sur ma feuille. Van Gils, Lascano, Pitti, Pellizzari, Finn Fisher Black, Tratnik, les frères Van Dijk. Attends, le recrutement, il est fou.
il est complètement dingue. En fait, ils nous font une Lidl Trek Ouais, 2024 là, et ils nous font un j'allais recrutement dire. incroyable. Je me souviens l'année passée, j'avais dit, ils ont recruté une mini-équipe à eux tout seuls, Lidl Trek. Uh-huh. Bah, c'est un peu préparé là avec Bora. Et ça Exactement. rejoint un peu ce que je disais sur les superpuissances qui sont capables de briller Tout partout. à fait. C'est ce que Bora est en train de faire. Ouais. Oui, bah, en fait, c'est un peu comme Lidl, sauf que c'est encore au-dessus. Quand tu avais Ouais, dit, je me rappelle, non, c'est Romain qui avait dit ça. Il avait dit, en fait, à chaque fois derrière le meilleur, c'est un gars de chez Lidl maintenant. ouais, c'est Et vraiment Boras, dit c'est ça. presque encore un cran au-dessus, parce que je vais par exemple mettre Roglic derrière les meilleurs, c'est Roglic. Enfin, Ouais. j'ai presque envie, ça dépend un peu des terrains, parce qu'ils n'ont pas peut-être un Mats Pedersen, mais c'est vrai que c'est quand même un fameux bloc, parce qu'ils avaient déjà une bonne équipe. Là, je cite que les transferts. On n'oublie pas qu'il y a des Ah oui, Daniel oui, bien Felipe sûr. Martinez, des Jane Lay, des Vlasov et compagnie qui sont toujours là, hein. Ouais, Donc ouais. oui, c'est hallucinant comme équipe, hein. Ouais. Ils auront au minimum un outsider sur toutes les grandes courses de la saison. Mhm. Ouais, ouais. Oui, c'est de loin, moi je trouve, à titre personnel, le mercato le mieux réussi. Parce qu'il y a des départs, c'est vrai, mais ils sont compensés. Et ils sont plus que compensés dans la mesure où l'équipe se renforce terriblement. Alors après, économiquement parlant, l'équipe s'est renforcée avec l'arrivée de Red Bull, c'est une évidence. Donc Red Bull, peut-être aujourd'hui, a, alors peut-être pas encore les mêmes armes que UAE, voire Visma, mais en tous les cas, aujourd'hui, montre qu'elle peut rivaliser avec ces deux équipes, ou en tous les cas, qu'elle ambitionne de rivaliser avec ces deux équipes. Et d'ailleurs, on parle de UAE, de Visma, de Red Bull. Je pense qu'on est tous les trois d'accord ici autour de la table pour dire qu'on a là, sur papier, toujours en début de saison, les trois équipes les plus impressionnantes. Moi, j'ai envie de poser une question. Et Ineos, dans tout ça, Ineos qui, il y a 3 4 ans, était de loin l'équipe imbattable, la numéro un du peloton. Comme quoi, finalement, en quelques années, il suffit parfois d'un talent, peut-être d'une découverte ou autre chose. Mais donc, en quelques années, on peut avoir un changement qui va du tout au tout. Donc, où situez-vous désormais, Ineos, dans la hiérarchie du World Tour? Top En tout cas, 11. ni quatrième ni cinquième pour ma part. Ça, c'est sûr. Non, bah, c'est difficile, mais voilà, comme Alexis le dit, de toute façon, ni quatrième, ni cinquième. En fait, je vais peut-être être dur, hein, mais pour moi, c'est même plus une grande équipe. Non. C'est une équipe banale, une équipe midfield. C'est pas une équipe qui se bat pour le maintien à World Tour, hein. On va pas exagérer non plus, hein. Il reste quelques bons coureurs. Mais je vais citer un truc, et c'est vraiment pas offensant parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup et en qui je crois beaucoup. Mais le meilleur transfert d'Ineos, c'est Axel Laurence. Ben, je suis désolé, mais ça parle quand même. Tout en n'offensant pas Axel Laurence, j'adore ce transfert et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et on parle quand même d'un mec qui a été champion du monde chez les jeunes et tout, hein. C'est pas ça que je veux dire. Ouais. Mais bon, on parle d'une équipe qui avait avant chaque fois le meilleur sur les grands tours. Enfin, c'était une équipe absolument dingue. Et là, c'est ça, c'est Samuel Watson. Je suis désolé, hein. Voilà, pour la Groupama, c'était un coureur que je trouvais intéressant. Mais c'est Ineos, quoi. Enfin, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre. Ils ont des départs en plus. Pitcock, on les évoquera peut-être plus loin dans le podcast. Mais donc, Mm. voilà, je sais pas, je pense que c'est fini. Ineos, faut plus attendre. Bon, ils ont un Ouais. peu retiré leur billet, ça les intéresse plus trop le cyclisme, mais ils sont partis sur autre chose. Et voilà, après, est-ce que, euh, est-ce que ça va pas faire en sorte que je les aime un peu plus? Peut-être, je sais pas. J'aimais déjà bien cette équipe depuis quelques années, ceci dit, hein, mais c'est clair que je vais préférer pardon, une Ineos qui va tenter des coups avec des coureurs un peu moins dominateurs qu'une équipe qui écrasait le tour sans aucun suspense. Voilà, en voyant le positif où on peut voir le positif, hein. Ouais, tout dépendra un peu de la net de Pipo Ganna en fait. Parce que je parlais, enfin non, et même pas, ça suffira pas. Je parlais, je reviens pour la troisième fois là-dessus, mais je parlais d'équipe qui peut dominer partout ou faire partie des dominants partout. Euh, Ineos domine en potentiel, Ineos ne domine nulle part. Parce que même en chrono, Ghana, bon, ça reste Ghana, il peut peut-être gagner le chrono de Caen sur le Tour de France, mais il ne sera pas champion du monde l'année prochaine. Et encore, le chrono de Caen, c'est voilà, tant que Remco sera là, ce sera compliqué. Désolé Enzo. Mais voilà, tout dépendra de la capacité de Ghana à aller faire un grand Milan-San Remo et un grand Paris-Roubaix. Et j'y crois pour lui sur ces deux courses-là. Mais à part lui, même Rodriguez maintenant, encore une fois, une saison n'est pas l'autre, hein, mais même lui, il ne semble plus être dans les top 5 dans les 5 meilleurs pour aller gagner un grand tour. Donc voilà, Ineos n'est plus une équipe dominante, loin de là. Et il y a, en plus des trois grosses dont on a parlé, il y en a au minimum deux que je mets largement au-dessus d'eux.
Ouais. Mais c'est vrai qu'avant de venir sur ces deux équipes, on l'a dit, il y a assez peu de transferts entrants, ou en tous les cas des transferts entrants qui marquent, comme on vient de citer l'exemple de Red Bull par exemple. Euh, et dans une interview accordée à Cyclisme Magazine, je ne sais plus quel est le responsable de l'équipe d'Ineos qui disait, on change notre philosophie, on ne veut plus acheter les meilleurs coureurs, on veut former nos meilleurs coureurs. Et Mm. donc ça, j'entends très bien, mais le problème, c'est que quand on voit toutes les plus grandes pépites du cyclisme mondial, elles ne sont pas chez Ineos. Et donc, ça veut dire qu'Ineos passe aussi à côté des futurs Pogacar, des futurs Vingegaard, des futurs Remco Evenepoel. Je ne dis pas que les coureurs de chez Ineos ne sont pas mauvais, loin de là. Ce serait certainement de très très bons coureurs en devenir. Mais il manque cette étincelle dans une équipe qui, effectivement, semble enfin, saison après saison, progressivement rentrer dans le rang, mais progressivement s'endormir aussi, pour toute une série de raisons, notamment aussi le fait, effectivement, que il y a une volonté de la part du management, tout en haut, bien évidemment, ici, sportif de la galaxie Ineos, de délaisser un peu le cyclisme un moment pour d'autres sports. Mais donc voilà, ça veut dire que Ineos rentre un peu dans le rang et ça veut dire, tu disais Alexis, toi tu comptes deux équipes au-dessus d'elle dans la hiérarchie. Je suppose on peut les citer sans trop de danger. C'est, j'imagine, Soudal, Quickstep et Lidl Trek. Mhm. Peut-être Tout à fait. d'abord un mot sur Soudal Quickstep. Est-ce que le fait de simplement avoir Remco Evenepoel, ça en fait une superpuissance ou est-ce que ce n'est pas encore ou plus une superpuissance selon vous? Moi, je vais te faire plaisir, Romain. Pour moi, c'est une super puissance, bien sûr, parce qu'il y a Remco, mais aussi parce qu'il y a Merlier. Pas de là à dire que Ah, Merlier est tout aussi important que Remco dans l'équipe, hein, bien sûr, mais parce que Remco, à lui tout seul, est presque une superpuissance. Là où on peut dire que Pogacar, à lui tout seul, est une superpuissance, Remco, on n'est pas loin. Mais à Soudal, heureusement qu'il y a quand même voire l'un des meilleurs sprinteurs du monde pour pouvoir revendiquer cette place de superpuissance en plus de Remco Evenepoel. Ouais, pour moi, ça n'en est pas une du tout. Maintenant, ça n'en est pas une du tout, ça ne veut pas dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs échelons. Oui, c'est mieux qu'une partie des équipes pour le tour, c'est l'UEFA, quoi. Il y a la Champions League, il y a l'UEFA et puis il y a les autres. Ben, c'est l'UEFA, mais pour moi, c'est pas une super puissance. En plus, Une grande euh, puissance. je vais un tout petit peu mettre Alexis face à une petite contradiction. Il me dit une super puissance, c'est quelqu'un qui peut dominer partout, mais il n'y a plus aucun Ouais, c'est Flandrien. vrai. Enfin, Ouais, c'est alors pour ça que je oui, dis il y que a le meilleur Premier League, sprinter et il y a un coureur de grand tour, c'est vrai. C'est déjà pas mal au final, hein, je suis d'accord. oui, et un Mais gars qui, en potentiel, peut aller gagner Liège, les championnats du monde et Lombardie. bah, t'as un fantastique, donc oui, Voilà. c'est voilà. Un fantastique Maintenant, et potentiellement le meilleur sprinter du monde. Donc ça fait quand même deux beaux arguments. ouais, Maintenant, je suis d'accord que sur les Flandriennes, enfin sur les monuments flandriens à Milan-San Remo, il y a plus grand monde. Et encore, on attend de voir Paul Magnier, par exemple, pour ouais, Milan-San mais Remo. un fantastique et un sprinter qui peut être le meilleur du monde et qui en plus peut briller sur des autres terrains, bon, Alpecin, alors c'est une super puissance. Oui, mais J'exagère parce Alpecin, qu'on voit moins Van Der Poel, on va le voir 6 jours l'année, enfin je caricature. Donc je comprends tout à fait qu'on fasse plus la démarche Soudal, qui est déjà une plus grande équipe de base de toute façon et tout ça, hein. Mais mais- ici je suis un peu volontairement provocateur, mais non, bon non, voilà. mais la question, tu as raison de poser la question. Simplement, pour moi, et même si Dieu sait que je préfère les courses d'un jour, pour moi, pour pouvoir revendiquer le statut de superpuissance, ou en tout cas de grande puissance, il faut un très très bon coureur de grand tour. C'est marrant que tu dises ça, mais Romain, tu voulais peut-être réagir avec Soudal, mais du coup, j'ai presque la transition qui se fait avec Lidl, puisque moi, je mets Lidl devant, et en fait, c'est le truc qui manque à Lidl, parce que l'année passée, pour moi, je les mettais totalement parce que je croyais en Tao. Bon, bah, culture de l'instant, je crois plus en Tao. Et donc, attention, ils ont des coureurs pas mal. Skelmos, Chicon, Bah ça va oui. faire des top 10, des top 5, mais c'est vrai qu'il leur manque quand même Ouais. un mec, un Remco, un Roglic, voilà. Même un Carlos Rodriguez, tu vois, tu l'as évoqué, même à Carlos Rodriguez, ça ferait de Lidl encore un step-up, je trouve, s'ils avaient un coureur de ce niveau-là. Un Ayuso, enfin, tu vois, pas les tout meilleurs, mais un mec comme ça, quoi. Mais par contre, alors là, s'il y a bien une équipe qui peut briller partout, la Lidl, on bouge un peu le fait qu'ils vont pas gagner un grand tour, mais ils vont faire des accessites, et eux, ils sont bladés sur tous les terrains, hein. Ardennaise, ils ont peut-être le meilleur sprinter au monde, on n'en sait rien, aussi, pareil. Ils ont Pedersen, les Flandriennes, Pedersen, Stuyven, Skuins, qui, voilà, on oublie un peu trop, mais qui est incroyable. Oui, donc je disais Skelmos et Chicone, ils ont Nace, ils ont... Enfin, pour moi, ça, c'est une superpuissance. Alors, ils sont en dessous des trois tops, là, mais ça, Mm. pour moi, c'est plus une définition de superpuissance que la Soudal ou Alpecin. Et Kineos?
Et puis Ineos, bien sûr. Et Ah oui. Ah oui, Ineos, bon, c'est encore en dessous d'Alpecin, hein, je suis désolé, mais en fait, Alpecin, c'est vraiment bizarre quand je dis c'est en dessous d'Alpecin. Parce que Alpecin, c'est vraiment l'équipe qui excelle sur son terrain, mais qui peut être inexistante partout ailleurs. Donc, c'est voilà, c'est encore un petit peu difficile de les classer, mais je préfère une équipe qui excelle sur son terrain qu'une équipe qui essaye de se montrer un peu partout, mais qui ne réussit nulle part. Ouais. Et juste pour dire, je suis totalement d'accord que le Lidl Trek, il leur manque, pour pouvoir prétendre au top 3, Mhm, hein, pour pouvoir concurrencer le top 3, il leur manque un Pogacar, un Vingegaard, ou un Roglic, ou un Remco. Mais bon, Skelmo, il s'est fait top 5 de la Volta. mhm, Voilà, bah, potentiellement même devant O'Connor, si O'Connor n'avait pas fait un raid avant ça. Il fait troisième du Tour de Suisse. Je pense que Paris-Nice, il fait quatrième aussi. Donc ça reste un grand coureur de mhm. course à étapes. C'est pas un fantastique, mais voilà, ils ont quand même de quoi prétendre. Et Tao a gagné un grand tour. Mhm, bien ouais. sûr, oui, oui. C'est intéressant parce qu'effectivement, Soudal et Lidl sont des équipes qui grandissent bien. Ça peut paraître idiot de dire ça de la part de Soudal, qui était longtemps aussi un des numéros un, si pas la numéro un, en tout cas des courses d'un jour dans le peloton. Mais depuis 2 saisons, on sent que ce sont des équipes qui se renforcent petit à petit. Alors, tu l'as dit, Damien, Lidl, c'était une équipe complète, ou c'était Alexis plutôt, c'était une équipe complète qu'ils avaient engagée l'année passée. Ici, il y a moins de transferts, mais de nouveau, ce sont des transferts quand même qui sont assez ronflants, hein. Un Krag Andersen et un Kemna, ce sont des coureurs qui, depuis un an ou deux, se sont soit un petit peu éteints, un petit peu perdus, mais à pleine puissance. Ce sont des mecs qui brillent évidemment sur leur terrain de prédilection. Il y a les petits jeunes aussi là qui sont arrivés, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et chez Soudal, on a beaucoup évoqué déjà dans le courant de la saison, enfin, en tout cas en fin de saison 2024, l'arrivée de Valentin Paré-Pinthe, qui est, je pense pouvoir le dire en notre nom à tous les trois, une super arrivée pour Remco et pour Soudal. Si Ethan Hayter et Max Schachmann retrouvent leur niveau, leur meilleur niveau, c'est deux super renforts aussi, hein. Donc il y a effectivement cette idée que les équipes recrutent malin, recrutent bien, Mhm. et on sait, quand tu as évoqué notamment Paul Magnier tout à l'heure, on sait que, notamment dans le chef de Patrick Lefebvre, qui ne sera plus là, hein, puisque c'était ça, il a laissé la main, mais qu'il y a aussi des très très bons recrutements auprès de coureurs qu'on n'attend pas forcément, qu'on ne connaît parfois même pas. Peut-être que le prochain Paul Magnier, ce sera le petit Garofoli, hein, le petit Italien qui vient de chez Astana, qui pour moi est un peu inconnu honnêtement, même s'il a fait un ou deux bons résultats en 2024. Ce sera peut-être la nouvelle pépite de chez Soudal, auquel on ne pense pas maintenant, évidemment. C'est facile, enfin c'est difficile plutôt Mhm. en début de saison de prévoir évidemment toutes les pépites qui vont sortir. Tu sais, ce que j'aime bien aussi, tu dis c'est malin, et je trouve, ce que j'aime avec les transferts de ces deux équipes, c'est cohérent de fou avec leur philosophie. C'est-à-dire, Soudal, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Pour les Remco, on renforce encore le pôle et tout ça. Et Lidl, tu vas tout petit peu plus expliquer, je- Lidl me renvoie l'image d'une équipe sexy qui part à l'offensive, qui fait des coups, Mhm. etc. Kamna et Krag Andersen, désolé, hein, mais c'est le top 2. Enfin, j'exagère en disant le top 2, mais c'est vraiment deux mecs, mais pile poil dans leur philosophie. On verra Ouais. si ça marche ou pas, mais en tout cas, l'idée, la cohérence est là, et ça, j'aime beaucoup. Alors, on a parlé des grosses équipes, on vient d'en citer 6, UAE Team Emirates, la Visma Lease Bike, Red Bull, Bora Hansgrohe, et puis sous ce fameux trio, et donc la Lidl Trek, Soudal Quickstep et Ineos Grenadiers. On a évoqué un petit peu Alpecin aussi, Mhm. mais dans ces autres équipes, il y a aussi pas mal de transferts. On va évidemment pas passer en revue tous les transferts, sinon on en aurait pour des heures de podcast. Par contre, je vais peut-être vous demander, c'est un exercice assez compliqué, de pointer un coureur, un transfert qui serait le transfert marquant de cette entre-saison pour vous, donc à l'exception des 6 équipes qu'on vient d'évoquer. Si vous deviez en choisir un, Alexis. Ouais. Du coup, si on exclut les grosses équipes, moi je vais dire, je suis pas sûr que vous aurez le même que moi, mais je vais dire Ben O'Connor. Voilà, j'aime bien Ah, me moquer de lui un petit peu, mais au fond, c'est pas contre lui. Si je me moque de lui, c'est plus à cause de Netflix, qui veut faire passer O'Connor comme une des 7 merveilles du monde. Au fond, lui, c'est un très bon coureur, il est ambitieux, c'est très bien, mais voilà. Enfin, oui, c'est un très bon coureur, il fait deuxième des mondiaux, top 4 des 3 grands tours. Un Australien qui va dans une équipe à forte influence, forte identité australienne. C'est sexy, donc voilà, moi je dis. Et il remplace Yates, donc O'Connor. Est-ce que
Alexis a le droit de dire, sans expliquer par contre, j'ai hésité avec tel et tel coureur, parce que j'aurais envie de le dire un petit peu, moi. Non mais c'est compliqué. Encore une fois, en partant du principe qu'on ne peut pas parler des grandes équipes, hein, mais évidemment, j'ai pensé à la Philippe Hirschi. Eh Je oui, pensais à Lenny Martinez, mais pas, eh oui. ouais, pas forcément dans un sens positif. Non mais Et c'est marquant. ouais, ouais. Voilà, c'est les trois autres noms auxquels j'ai le plus pensé, on va dire. Ok. Du coup, Enfin, je et vais. aussi, il y en a d'autres, mais que je garde pour plus tard. Ok. Du coup, je vais faire aussi un tout petit peu vite Lenny, mais on en a déjà trop parlé, donc j'ai pas envie d'en Ouais. reparler, Lenny Martinez. O'Connor, je l'avais noté comme ça vite fait, c'était pas mon choix. Et en fait, quand on dit marquant, je veux jouer sur tout ce qu'on peut mettre dans le mot marquant. Mhm. Euh, Est-ce que je peux dire Stone Mittet, par son côté surprenant, qui débarque chez Decathlon, on l'a pas vu venir. Ouais, ouais. D'ailleurs, surprenant, plus ou moins surprenant que Dries Van Gestel qui saigne à la Soudal. Improbable, très bien, Ouais. hein, très bon coureur. Donc voilà, ça c'est marquant. Tu as cité Alaphilippe Hirschi, je les avais notés. Évidemment qu'on est obligé de citer Pidcock. Pour moi, Ouais, c'est obligatoire. Pitcock, en effet, ouais. Mais c'est pas C'est ce que celui que j'allais j'avais pointé. citer. Ok, Ah bah. bah du coup, je vais te laisser parler de Pidcock parce que on va croire que je veux vraiment faire que cette promotion. Pour moi, le transfert de l'année, ça reste Demi Vollering à la FDJ Ah. Suez. Oui, Ah bah oui, pour moi, ça oui, reste non, mais c'est le évident. Mais ça, il transfert à fallait, la fois médiatique, à la fois, enfin, c'est voilà. fallait Oui, préciser je avant sais, on qu'on n'y parle pense pas aussi de assez. cyclisme féminin. Mais évidemment, évidemment que c'est au-dessus d'O'Connor. Ça, c'est clair et net. Voilà, Ouais, non, ouais. mais voilà, je voulais citer parce que je voulais vous prendre à contre-pied, mais clairement, Ouais. pour moi, c'est vraiment le truc marquant, quoi. Et Ouais, donc, ouais. du coup, je vais laisser la place à Romain pour Pitcock, qui était mon choix chez les hommes, hein. Ben oui, c'est marquant à plus d'un titre, mais effectivement, on savait un désamour grandissant entre le coureur et l'équipe Ineos. Euh, on pouvait imaginer qu'il allait finalement quitter cette équipe, mais de là à redescendre en Pro Tour, et là où il redescend, c'est-à-dire que malgré tout le respect que j'ai pour Q36.5, c'est pas la Tudor qui a ce projet faramineux porté par Cancellara et qui ambitionne de revenir en haut cours très rapidement. Euh, c'est pas dans une moindre mesure, entre guillemets, les équipes Lotto ou Israël qui sont à peu près assurées d'être dans le World Tour l'année prochaine. C'est pas non plus des équipes qui sont comme Astana, par exemple. Astana, je pense qu'on a mis tous les coureurs qui étaient libres comme rumeur chez Astana en cette fin de saison. Il fallait être italien apparemment pour aller chez Astana, mais enfin, ça c'était un autre débat. Donc, non, non, c'est hallucinant. Personnellement, je ne l'ai absolument pas vu venir. Et quand la rumeur a commencé à enfler, tu te dis, ouais, ouais, mais non. Après, est-ce qu'on peut imaginer de voir un Pidcock créer finalement un projet, ou en tout cas voir un projet se créer autour de Pidcock, un peu comme ce qu'Alpecin a fait avec Van der Poel, par exemple. Mm. Hein, il y a toujours aussi cette dimension. Alors, dans le petit plateau, on parle beaucoup, pour ne pas dire exclusivement, de cyclisme sur route. Est-ce qu'il y a un Oui, projet de chez Q36.5 de se développer aussi sur d'autres terrains comme le cyclocross ou le BMX? je Peut-être. pense. Toujours est-il que c'est assez surprenant parce que, alors, c'est clairement un transfert opportuniste, entre guillemets, de la part de Q36.5, parce qu'il n'y a rien dans cette équipe qui est fait pour que ce soit un projet construit autour de Pidcock. Ils vont devoir le bâtir maintenant, ils n'ont pas le choix. Mais là, on a un peu, en tout cas, j'ai un peu l'impression que Pidcock va clairement perdre un an dans la mesure où il va falloir le temps que l'équipe se mette en place, en tout cas que les sponsors arrivent, parce que forcément, il ne faut pas être naïf, ça va amener des sponsors chez Q36.5, ça va amener de la médiatisation, bien évidemment, sur l'équipe, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde autour de Pidcock, donc il va falloir recruter l'année prochaine, dans un an, donc ça va prendre beaucoup de temps, et puis, et on en reparlera tout à l'heure, j'ai cité Tudor, il y a d'autres équipes qui sont déjà pour l'instant invitées à chaque course du World Tour, ça veut dire que les invitations pour les plus grandes courses de l'année, ben, Q36.5, elle ne va pas toutes les avoir, elle va les partager avec Tudor, avec Uno-X, avec Total Energy, enfin, donc c'est très clairement un step en arrière de la part de Pidcock. Et donc à ce niveau-là, notamment aussi, c'est un transfert hyper marquant, je trouve. Euh, Je suis un peu étonné parce que pour bâtir, oui, effectivement, ils vont devoir trouver de l'argent. Apparemment, il a un gros salaire si les chiffres qu'on a vu passer sont bons. Donc, il- je ne dis pas qu'il part pour l'argent, mais ils ont su se le payer, quoi. Et c'est pas juste un projet sportif où il va là. Donc,
Je sais pas s'ils ont trouvé une manne d'argent ou s'ils ont tout mis sur Pitcock et puis après on verra. Non, je voulais juste aussi réagir sur un truc plus sportif. Clairement, il va aller s'isoler là, oui, clairement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais qu'il était déjà isolé chez Ineos? Oui. Moi, j'arrive pas à voir Pitcock dans une dynamique d'équipe, en fait, l'année Ouais, passée, par exemple. Mais même pas contre lui, hein. Lui, on a vu le côté Netflix, etc. Bon, après, moi, je me méfie toujours de ce qu'on voit, mais il est peut-être comme ça. Mais même dans l'autre sens aussi, j'ai pas vu Pitcock s'intégrer, s'abriquer dans une équipe l'année passée, il me semble. Après, je Mhm. sais pas, c'est l'image que ça me renvoie. Non, c'est vrai. Et puis, il a besoin de ses petits projets sur le côté aussi, hein. Et je pense que s'il va chez Q365, c'est que 36.5, pardon, c'est qu'il a des assurances, notamment la possibilité de prolonger avec Pinarello pour ses vélos cyclocross et BMX. C'est-à-dire qu'il ne va pas rouler avec les vélos de Q36.5 sur les compétitions tout-terrain, mais avec les vélos Pinarello qui sont les vélos de chez Ineos. Oui, même s'il a déjà annoncé qu'il ne ferait pas un seul CX cet hiver. Non, Donc, mais donc par contre, il y il a va faire beaucoup de BMX l'année par contre, prochaine. voilà. Ouais, ouais, effectivement, il y a quelque chose là. Mais c'est vrai que c'est assez. Voilà. On parlait d'un transfert marquant, je te rejoins Damien, c'était difficile de ne pas l'évoquer. Après, il y a d'autres transferts aussi qui nous ont marqués à d'autres points de vue. On aime bien dans le petit plateau sortir nos coups de cœur. Peut-être Mhm. ici, assez brièvement, est-ce qu'il y a un transfert coup de cœur que vous avez envie d'évoquer et avec allez, une petite explication en deux, trois mots quand même. Damien, je vois que tu es sur les starting blocks. Oui, j'ai envie de commencer parce que je vais tricher. En fait, exceptionnellement, je vais pas tricher pour dire non. Alors justement, je vais pas tricher pour dire plus de noms parce que j'ai zéro nom. C'est-à-dire que j'ai plein de Ah, transferts qui peuvent me plaire, mais j'ai pas un transfert qui me plaît plus que tout. Mhm. Si Valentin pas répète, mais on l'a déjà évoqué tellement de fois que j'ai pas envie de me répéter. Du coup, je vais tricher en disant que c'est presque un transfert. J'ai envie de vous parler de Taco van der Hoorn, qui vient de ah, signer qui est une revenu. prolongation de contrat. On n'était pas sûr. Il est resté 1 an et demi sans rouler. Il est revenu. Alors, je prends mon petit papier parce que je ne me rappelle déjà plus. Il a combien de jours de course il a fait, mais en tout cas, il n'a pas fait beaucoup de jours de course. Il a fait 5 échappées de plus de 100 bornes. Entre 110 et 170 bornes. Le gars est revenu direct comme ça. C'est bon, je Donne reprends envie. mes habitudes. Il en a gagné une en plus. Et donc non, j'ai presque envie, puisque j'avais pas vraiment un transfert marquant, de dire bah, c'est presque un transfert, le gars est resté tellement longtemps absent, il signe sa prolongation de contrat, c'est mon coup de cœur. Ça me fait très très plaisir de revoir ce mec revenir comme lui, comme plein d'autres, on l'a déjà dit pour Bernal, en fait, peu importe qui finalement, des mecs qui traversent ça et qui ont la chance de pouvoir revenir à un niveau soit aussi bon qu'avant, soit acceptable, en tout cas qui leur permet de revivre de leur passion, bah, c'est toujours des belles histoires. Et donc voilà, je triche parce que c'est pas un transfert, mais j'avais envie d'évoquer Taco Van der Hoorn. Compliqué de passer Magnifique. après ça, hein, même si bon, t'as triché, donc ça compte pas. Ah. Non, non, moi, j'ai en effet pas vraiment de transfert coup de cœur, pour être honnête, mais donc pour le côté un peu romantique du bazar, et je sais que si je tenais de l'autre côté de la frontière, ça m'aurait beaucoup plu. Je vais dire Guillaume Martin chez FDJ. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce coureur romanesque français Ouais, dans l'équipe c'est romanesque ça. française, En effectivement. Ouais, ouais. espérant qu'il aura de la liberté et qu'il ne devra pas l'arbiner pour un coureur qui ne le mérite pas forcément. Oh là là. On veut des noms. On a dit en début Je plaisante, je de plaisante. de ce podcast, ce premier podcast de la troisième saison, qu'on était bienveillant sur le petit Oui, c'est plateau. une blague, évidemment. Mais écoute, mon choix rejoint entre guillemets un peu le tien dans un autre espace. C'est en Scandinavie. C'est le transfert du Danois Andreas Kron Mm. qui va chez Uno-X. C'est d'abord un transfert coup au cœur parce que il quitte l'auto dans et tu l'as évoqué tout à l'heure Damien en parlant de Van Gils, dans une dynamique qui était quelque part logique. C'est-à-dire que c'est un excellent coureur d'Ardennaise, pardon, mais qui se voyait débordé par un pur produit de la formation. Et donc, quelque part, c'était presque logique et sain de partir. Euh, Certainement qu'on le regrette aujourd'hui chez Lotto, c'est une autre histoire. Par contre, quitte à partir, ben voilà, on retrouve de nouveau une cohérence énorme dans ce transfert, avec un projet qui, moi, me plaît énormément. Je sais que c'est pas le type de projet qui plaît à tout le monde, d'avoir une sorte de nationalisation. Bon, ici, on est plus sur une régionalisation, parce qu'on parle de la Scandinavie et pas uniquement de la Norvège, ailleurs, hein, une X, même pas le Danemark, mais enfin, il y a vraiment ce côté assez sympa. Et donc, voilà, une X, c'est un projet, une équipe que j'aime beaucoup. Kroll est un coureur que j'apprécie beaucoup aussi. Donc, effectivement, quitte à devoir choisir un coup de cœur, ben, c'est lui que j'avais sélectionné. Et puis, et pour terminer sur les transferts, il y a parfois des transferts un peu surprises. Alors là, on est vraiment sur le cadre du Paris. C'est
compliqué ici en début de saison de se mouiller, mais est-ce qu'il y a un truc où vous vous êtes dit, ah là, ça, ils ont le nez fin, c'est un transfert qui pourrait se révéler enfin, jackpot, qui en tout cas pourrait se révéler être un mouvement très intéressant de la part d'une équipe ou d'un coureur, alors que c'est pas forcément ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ben, on en a déjà parlé, mais j'ai quand même envie de le dire, c'est Valentin Paré-Printre. Parce que c'est vraiment ce dont Remco a besoin. Remco n'a pas besoin d'un nouveau Vervaek ou d'un nouveau Van Wilder. Il a besoin d'un gars qui est bon dans les très longs cols. Paré-Printre, il est super léger. Plus c'est long, plus ça lui convient. Et Remco, on a vu qu'il n'avait pas l'explosivité pour suivre un Pogacar ou un Vingegaard sur les accélérations. Ce qu'il a besoin, c'est d'un gars qui peut lui mettre un gros relais juste après l'attaque de Pogacar, pour pas qu'il soit directement tout seul à lutter face à Pogacar et Vingegaard. C'est vraiment ça dont il a besoin. Alors, je ne sais pas si Valentin sera assez fort pour ça, pour accompagner Remco jusqu'à 5 km du sommet, mais en tout cas, il a le profil pour. Donc, c'est un transfert hyper intéressant. Évidemment, d'accord. En fait, j'ai envie de schématiser en disant Landa 2024, Valentin Paré-Printre 2025. Hein. Pour moi, c'était les deux hommes essentiels. Landa, c'était dans le mille, Valentin Paré-Printre, c'est dans le mille. Alors évidemment, avec des profils, enfin pas des profils différents, des trajectoires différentes. T'en as un qui est en fin de carrière et un qui explose, mais bah, clairement, qu'est-ce que tu veux recruter de mieux? Sinon, on est bien d'accord que j'ai triché la fois avant. En fait, j'ai dit zéro transfert. Donc ici, je peux en T'en utiliser veux deux. deux. Non, en fait, il y a un nom, je veux le citer, parce qu'à mon avis, on va pas le citer. Et pour autant, j'ai l'impression que ça sent le piège et que donc ce sera peut-être pas le nez fin. C'est Jelte Kreinson. Je sais pas si... Non. Ah ben alors ça va, je te laisse en parler, Romain. Franchement, je pensais que personne n'allait en parler. Du coup, je vais te dire celui que moi je pense. J'ai peur. Du coup, je vais quand même juste te dire, tu vas en parler, mais moi j'ai peur que ce soit un piège. Jelte Kreinson, qu'on se dise trop. C'est super. Enfin, je sais pas. Le fait que ce soit chez Jayco, enfin, tout ça me bloque un peu, mais je vais te laisser développer. Et du coup, je vais prendre, on va croire que je suis devenu hyper fan d'Intermarché. Je vais prendre Louis Barré, qui signe chez Intermarché. Louis Barré, il a fait une saison un peu plus difficile l'année passée, mais on va pas se mentir, chez Arkea, ça n'a tourné pour personne. Et l'année d'avant, il m'avait bien plu. Et je reviens avec une histoire de cohérence, c'est-à-dire que c'est un gars qui n'hésitait pas à prendre les devants, moi qui me plaisait par son tempérament offensif. C'est quelque chose qui va très bien à Intermarché. Je pense qu'il peut progresser dans cette structure, qu'il peut repartir du bon pied. Et bien entendu que je ne vous dis pas que Intermarché a signé un fantastique, pas du tout. Je ne vous dis pas que Louis va venir faire des top 5 sur les Ardennaises. Je pense que c'est un très bon transfert pour cette équipe-là. Et c'était pour un peu sortir des très grands noms. Et voilà, je lui souhaite. Et je pense que c'est un bon petit transfert quand même. Oui, Et donc, clairement. Jelte Kreinson, Ben oui, moi Romain. j'avais choisi Jelte Kreinson et ceux qui nous suivent sur Twitter, en tout cas qui me suivent sur Twitter, savent que j'en ai déjà parlé au mois d'août. Donc c'est Jelte Kreinson, on parle donc d'un coureur néerlandais de 23 ans qui débarque un peu nulle part, hein, il faut le dire, dans des clubs depuis le début. Il a fait une demi-saison chez Parkhotel Valkenburg l'année dernière et puis à partir du 1er août, il a été stagiaire mais chez Q36.5. Et donc effectivement, c'est pas là qu'il va aller puisqu'il y a une autre vedette qui arrive en la personne de Pitcock, mais il ira donc enfin, il va donc chez Jayco. Alors Crainson, faut savoir que sur les 4 mois enfin les 4 mois, oui, on va dire ça comme ça, allez, sur les 4 mois de stage chez Q36.5, il a 4 victoires pro. Tu vas me dire, ouais, mais gagner n'est pas tout. Non, mais enfin, quand on regarde un petit peu les victoires, il y a une étape du Tour du Danemark. On est quand même sur le Pro Tour. Il y a la Dreuven course à Overijse. On est sur une course d'un jour qui est une très belle course du circuit européen ici en Belgique. Il y a aussi un critérium aux Pays-Bas que je connais pas, donc je vais pas. C'est le Crit Race Dokkum, comme ça vous saurez tout, mais voilà, je ne vais pas le revenir dessus. Par contre, il y a la dernière étape, l'étape reine, et donc le classement général du Tour de Taioulé, qui était la dernière épreuve du calendrier du Pro Tour, une épreuve par étape en Chine. Donc c'est quelqu'un qui manifestement sait se débrouiller tant sur des courses d'un jour que sur des courses à étapes. C'est un mec qui a tout approuvé et qui, sur quelques mois de temps, a montré que, alors, il ne va pas gagner un monument demain, hein, mais qu'il va rapporter des points à son équipe Jayco. Et donc, je pense que c'est un transfert né fin dans la mesure où Jayco va pouvoir compter sur un mec qui sera tout de suite pertinent, en tout cas qui sera tout de suite efficace en termes de rentrée de points. Ça, je le pense. Après, ce ne serait pas la première fois qu'un coureur qui a une trajectoire un peu de style comète s'éteint rapidement. Ça, c'est déjà arrivé. Mais enfin, voilà, c'est vrai que c'est un coureur qui est passé un petit peu sous les radars. Euh,
dont je pense beaucoup de gens n'ont jamais entendu le nom. Et je suis assez J'allais te le bluffé dire. C'est marrant que. que tu ailles le chercher aussi. Mais donc voilà, Jelte Krijnsen, effectivement, c'était mon coureur né fin. Et si je veux boucler la boucle, il a fait deuxième derrière Taco van der Hoorn qui a gagné sa course de rentrée. Tu vois, on boucle Belle la boucle City, comme peut-être. ça, voilà. Ouais. Et pour totalement clore sur les transferts, je voudrais inviter ceux qui nous écoutent, si vous avez un compte Instagram, à aller suivre le petit plateau sur Instagram. J'avais créé un compte il y a bien longtemps que je ne tenais pas, mais que je tiens maintenant. Et là, justement, je poste régulièrement des transferts. Et pour l'instant, c'est l'avis de Dame. Vous aurez peut-être l'avis de Romain sur un, vous aurez peut-être l'avis d'Alexis sur un autre. On n'a pas le temps de parler de tout. Romain, tu l'as dit, on va pas faire un épisode de plusieurs heures. Et donc, durant la saison, pour l'instant, ces transferts, plus tard, ce sera autre chose. Ce qu'on peut pas évoquer dans les podcasts parce que c'est trop long, bah, de temps en temps, on vous fera un peu réagir sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller suivre le compte du Petit Plateau. Ouais, peut-être pour terminer justement sur, pas encore ce numéro, mais en tous les cas sur cette thématique des transferts, on sait et on l'a dit déjà plusieurs fois sur le petit plateau, notamment en 2024, qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de jeunisme au sein du peloton. On va recruter, en tout cas les équipes vont recruter de plus en plus jeunes, parfois des coureurs qui passent directement depuis les juniors chez les élites sans passer par la case espoir. Cette année-ci, il y en a plusieurs. De manière globale, il y a à nouveau beaucoup de jeunes qui débarquent avec les dents longues. L'année passée, rappelez-vous, Isaac Del Toro était un peu cette pépite que tout le monde attendait. Je pense qu'on peut dire qu'il a répondu présent. Il n'était pas le seul, bien évidemment. J'ai envie de vous poser une question, de nouveau, en un nom, mais vous pourrez un peu argumenter si vous le souhaitez, ou citer éventuellement deux ou trois noms. Quel est le néo-pro que vous attendez pour 2025? Quand je parle de néo-pro, je parle vraiment de ce coureur qui arrive chez les professionnels en 2025. Ouais. Vu que tu parles d'Isaac Del Toro bis, moi je vais dire Pablo Torres. Et j'ai Il pas doit besoin être, d'argumenter. il Oui, doit être peut-être dans la liste. pour ceux qui ne suivent pas du Ouais, tout les c'est jeunes, le on va vainqueur du dire, Tour hein, de l'Avenir en surclassement et qui fait une des performances les plus ahurissantes de la saison, pro y compris, sur une très longue ascension. ouais, qui Ouais, était le mais tu col vois, del Finestre, hein, qui n'est pas Ouais, n'importe quel col non plus, c'est un col qui se roule en partie sur une surface non goudronnée. ouais. mais tout le monde reste là-dessus, ce qui est tout à fait normal. Mais en plus de ça, c'était pas juste une course, hein. Il a aussi fait des accessites sur le Giro, je crois, sur Mhm, tout à fait. Vallée d'Aoste, Mont-Blanc. Enfin, il a montré. Il n'était pas apparemment très connu avant cette saison, enfin très connu. Mais cette saison, il a montré pas mal de belles choses. Évidemment, il doit être dans la liste. Évidemment qu'on peut mettre aussi. En fait, je suis un peu. J'attends de voir leur calendrier. J'ai envie de parler de Paul Sexas. J'ai envie de parler de Philipsen, le Danois qui est chez Lidl. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire ou pas faire comme course. Du coup, je vais faire plus original, entre guillemets. Ça va pas être le meilleur, je pense. J'ai quand même envie de citer Tim Teutenberg, sprinter allemand donc, qui débarque chez Lotto, qui a été très 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 bon l'année passée. Ma seule petite réserve, c'est qu'il a déjà 22 ans et que Laurent Mars nous avait dit chez les jeunes, c'est celui qui a de la moustache qui gagne. Ça vaut encore un tout petit peu peut-être chez les espoirs de dire il est peut-être plus formé physiquement que des gamins de 18 ans qui l'alignaient l'année passée. Donc voilà, ça c'est ma petite réserve. Mais voilà, j'ai envie de citer l'allemand pour pas citer des tout gros noms qu'on Ouais. entend à gauche, à droite. Chez Lidl, hein, tu as dit l'auto, mais on J'ai dit sent Lotto? ton... Ah ouais, bah voilà, il manque quelqu'un chez Lotto, pardon. Oui, oui, chez Lidl, évidemment. Oui, oui. Ben, c'est vrai, on a cité, je pense, les noms les plus, je ne sais pas si c'est les plus intéressants, mais en tous les cas, ceux qui reviennent le plus souvent, avec notamment Witten Philipsen, le Danois donc, de chez Lidl, et Sexas. Ils sont plusieurs d'ailleurs chez Decathlon, hein. Il y en a d'autres, il y a Noah Mhm, Isidore qui arrive derrière, il y a Léo Bizio aussi, mhm. il y a aussi, alors c'est pas encore chez les pros, mais il y a Sparfel, le petit Sparfel qui réalise un hiver assez extraordinaire aussi en cyclocross. On sent qu'il y a du talent dans cette équipe. Ce qui est intéressant, et justement, Witten Philipsen n'en fait pas partie, mais ce sont des coureurs qui ont émergé dans des équipes de développement. On aurait pu aussi citer toute l'armada de chez Visma Développement, puisqu'il y a le petit Jürgen Nordhagen, dont on dit Ah, je me disais, on énormément va de quand même bien. citer son nom, oui, pardon. Voilà, Ouais. j'attends personnellement beaucoup de Tamen Graat, le grimpeur batave de chez eux. Ce sont des coureurs qui font finalement un bond naturel, qui vont, hein, puisque Torres était chez Gen Z de UAE, qui vont donc de l'équipe junior ou espoir affiliée à l'équipe World Tour, dans cette équipe justement World Tour. Il y en a l'un ou l'autre, on disait Witten Philipsen,
KTM, Teutenberg, qui eux font un autre chemin. Donc ce serait intéressant de voir aussi à ce niveau-là quelles sont les connexions qui se font. Il y a peut-être un absent, mais parce qu'il n'est pas encore World Tour, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, mais c'est Jarno Widar. Assez étonnant, surtout quand on voit que Maxime Van Gils quitte finalement l'auto un petit peu en catastrophe. Widar est confirmé dans l'équipe développement pour la saison 2025, et en sachant que là aussi, il y a eu des velléités de départ, de pouvoir aller chercher une herbe plus verte ailleurs. Est-ce que pour vous, et on terminera sur les transferts, ou ici dans le cas de Widar, un non-transfert, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est intelligent, pardon, de la part de l'auto de le maintenir dans le développement? Est-ce que c'est une façon de le dire, on va le mettre là, mais il va quand même faire du World Tour ou du Pro Tour cette année-ci? Ou est-ce que c'est carrément une faute, peut-être, de ne pas lui faire confiance dès maintenant? Excuse-moi, mais je suis pas sûr de ce que je vais dire, hein, mais est-ce qu'il peut faire du World Tour en étant dans cette équipe? Est-ce qu'il peut pas se limiter à du point pro, point A et tout ça? Du Pro Tour, effectivement, je pense qu'il y a quelque Pro chose comme Tour. ça. Maintenant, du Pro Tour ou quoi, ça peut déjà être très sympa, et je pense qu'on va le voir quand même sur quelques courses. Oui, le protéger. Maintenant, on va aussi rappeler qu'on a aussi cru qu'il allait partir, Yarno. Je veux dire, si on a réussi à le prolonger pour le garder une année dans la Conti, ne jamais le faire rouler avec les pros et puis qu'il part l'année prochaine, bah bof quoi. Enfin, je serais un peu déçu. Je sais pas, j'attends de voir ce qui va se passer. Si on était sûr que sur un projet, il est sur un projet long terme avec l'auto et qu'il va rester, ça me dérange pas du tout qu'on le protège un peu et qu'on lui fasse faire une saison, tu sais, avec deux, trois courses par-ci, par-là, comme Kian, il a commencé finalement avec un calendrier assez léger, hein, quand il est venu chez les pros. Un, Mm. un truc comme ça me dérange pas. C'est juste que j'ai peur que finalement l'auto soit le dadon de la farce, quoi. Et puis on connaît pas encore son programme, hein. Moi, j'attends son programme avant de me prononcer, mais que voilà, il a 19 ans, il est encore physiquement très frêle, qu'on le laisse grandir à son aise. Un coureur n'est pas l'autre, hein. Tous les coureurs de 19 ans ne sont pas toujours tous prêts à aller tâter le World Tour. Donc voilà, qu'on prenne son temps, c'est pas plus mal. Ouais, ouais. Romain, je vais on va clôturer, hein, mais enfin, on va clôturer la partie transfert. Je voulais juste dire quand même, revenir sur un truc, le jeune, j'avais pas choisi lui, mais dans la définition, tu m'as dit vraiment, vraiment Néopro qui arrive. Sinon, j'ai quand même envie de citer son nom. Mon vrai choix, c'était Blackmore. Mais il a déjà fait une demi-saison Mm. chez les pros, on Mm. va dire. Mais pour moi, c'est lui le plus près, peut-être déjà parce qu'il a fait une demi-saison, justement. Les deux sont peut-être liés. Mais pour moi, le plus près, c'est Blackmore. Ouais, ouais. Mais justement, Blackmore, donc, il sera chez Israël Première Tech. Widar, on a évoqué, mais c'est pas un transfert chez Lotto. Voilà deux équipes qui devraient normalement se retrouver en World Tour à la fin de la saison, puisque 2025, et on va laisser un petit peu le transfert de côté pour venir sur, plus brièvement évidemment ici, hein, sur une des grosses actus de ce début de saison 2025, ben, c'est la course aux licences World Tour. On le sait bien, depuis la réforme de l'UCI, il y a donc cette idée d'avoir un classement triannuel, donc qui est établi sur 3 ans consécutifs, 3 saisons consécutives, et au terme desquelles, eh bien, tout simplement, les 18 meilleures équipes sont le World Tour des 3 années qui suivent, sachant que ça donne donc accès automatique et obligatoire à toutes les courses les plus importantes de la saison, donc les courses World Tour, sachant aussi qu'il y a 2 équipes qui pourront bénéficier d'invitations automatiques sur les courses World Tour et une des deux sur également les 3 grands tours. Euh, Peut-être, Damien, tu as fait un petit peu pour nous le point avant cet épisode sur bah, le classement et voir quelles sont les équipes en ballottage favorables et défavorables pour la Oui. prochaine Donc triennée. j'ai un peu analysé le classement parce que le classement, je vais encore, tu l'as fait tout à l'heure, je vais faire à mon tour de la pub pour Vélofuté. J'ai été le chercher sur le site de Vélofuté. Ils le tiennent à jour quasi tout le temps, donc n'hésitez pas. Je Mhm. suppose qu'ils vont continuer encore toute cette saison. Si ça vous Ouais. intéresse, ben allez-y. Et du coup, j'ai pris le classement, j'ai un petit peu regardé. Tu as évoqué donc les deux équipes Pro Tour, Lotto et Israël, qui finalement ne sont en théorie même plus dans le débat. Ils ont Mm. largement assez d'avance, donc ils devraient être promus avant le tour. Euh, pour moi, ça va se jouer entre quatre équipes. Euh, si je prends les quatre plus menacées, mais qui sont au-dessus de la barre pour l'instant de descente, je vais l'appeler comme ça, hein, qui sont donc les 15, 16, 17 et 18e, on a 15 Jayco, 16 Intermarché. Je pense qu'on n'a même pas besoin de parler de ces deux équipes-là parce qu'elles ont plus de 4500 points d'avance. Il faut savoir que ce genre d'équipes qui sont sur la ligne de flottaison, une saison plutôt pas mal pour eux, c'est 9000 points. Mais
tu vas pas mettre 4500 points de plus En plus. qu'une équipe avec qui tu te bats. Ça, Ah, c'est juste impossible. Donc, ces deux équipes-là avec 4500 points sont pour moi totalement sauvées. On en vient donc à DSM qui est devenu Picnic entre-temps euh, et Cofidis, qui sont les deux équipes pour l'instant au-dessus de la zone de flottaison, mais qui sont menacées. Cofidis, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points en 2024. Donc pour l'instant, ils sont toujours juste bons pour être sauvés, mais c'est l'équipe qui a marqué le moins de points en 2024. Il va falloir inverser la tendance. Juste en dessous, pour postuler à leur place, pour essayer de voler les deux places qui restent, on a Arkea, qui n'est pas dans une très bonne dynamique non plus. Je pense qu'après Cofidis, c'est eux qui ont mis le moins de points. Et on a UnoX, qui là, par contre, est un projet qui grandit. Ils partent quand même avec du retard. Il va falloir revenir. Donc on est vraiment à la limite pour eux. Et alors j'ai juste envie d'évoquer une autre équipe, mais qui ne va pas rentrer dans la danse parce qu'ils sont trop loin. C'est Astana. C'est marrant, Astana, ça a été... on transfère tout. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Romain, en fait. On a l'impression que c'est vite, vite, il faut faire quelque chose. Oui, mais c'est trop tard. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut plus agir, hein, pour encore l'avenir. Mais c'est trop tard. Astana, ils ont quasi 5000 points de retard, là. C'est terminé, mort. Hein. On n'en parle pas. On nous parle beaucoup de Tudor qui devient un très grand projet, bien entendu, mais pour ceux qui ne se tiennent pas non. du tout au courant de tout ça, laissez grandir Tudor, c'est 10 000 points de retard. Hein. Ouais, ça sera pour 2029 au plus tôt. Ça, Exactement. c'est clair. Eux, en fait, Tudor, ils construisent pour le prochain cycle de 3 ans. Hein. Il ne faut pas Ouais. rêver pour ça. Ouais, Donc voilà. 5000 points, c'est ce que Alpecin a pris en plus que Jericho en 2024, par exemple. Ok. Ah, tu vois, ça, j'avais pas Ouais. regardé. Ouais. Donc Ouais, c'est ouais. voilà, Alpecin, on pourrait se dire que voilà, ils font quand même une meilleure saison que Jericho, 5000 points, comme pour se dire qu'Israël, 5000 points d'avance, a priori, ils sont sûrs et certains d'être sauvés, quoi. Ouais. Ouais. Et Après, alors, peut l'idée, oui. ouais, vas-y. Bah, l'idée, c'était de vous dire qu'est-ce que vous pensez de ça avec les transferts qui ont été faits d'un côté et d'autre. Par exemple, la DSM, ils transfèrent pas, hein, à peu de choses près. Par contre, Cofidis, je vais pas dire qu'on sent que c'est la panique parce que je trouve que c'est un bon recrutement, mais on sent quand même qu'il y a cette lutte des points et qu'il faut faire quelque chose pour sauvegarder sa place. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces deux philosophies, ou en tout cas ces deux équipes-là? Qu'est-ce que vous voyez pour elles? Est-ce que vous les pensez capables de rester finalement? Pour l'instant, c'est elles les mieux placées. Est-ce que vous pensez ces deux équipes-là capables de résister aux autres équipes qui frappent à la porte derrière? Je sais pas quelle est la bonne stratégie à adopter en fait, mais Arkea et Cofidis, voire Astana, c'est peut-être un peu trop tard, il me semble qu'ils vont aller essayer d'aller grappiller des points un peu partout. Tu vois, comme Arkea faisait, envoyer 5 sprinters sur des courses Pro Tour et ils sprintent tous pour aller tous faire un top 10. Ouais, je les imagine bien faire ça, tandis que DSM va visiblement plus miser sur leur valeur sûre et sur leurs jeunes qui montent pour aller chercher des gros points sur des plus grosses courses. Et voilà, je sais pas quelle était exactement ta question, mais Ben, tu vois, par exemple, moi, si je dois me positionner sur DSM, ils s'alarment pas, mais ils sont sur un truc stable. C'est-à-dire qu'ils sont mhm. ligne de flottaison, un peu au-dessus, mais très stable. Pas de lieu de s'alarmer, d'autant plus qu'ils ont une équipe jeune. Donc je me dis, en fait, ils vont perdre Bardet en cours de route, Ouais. mais à côté de ça, c'est tous des jeunes qui ne doivent faire normalement que progresser, entre guillemets, sur une Oui, courbe ascendante. et ils font déjà plus de points que tous ceux qui sont derrière eux. Voilà, Et comme tu dis, ils vont exactement. encore plus progresser. Donc pour moi, la stratégie est la bonne. Mhm. Pour moi, DSM va se sauver, enfin fait partie des équipes qui vont se sauver. Et alors, Cofidis, c'est l'inverse. Cofidis, ça n'a pas marché hein, l'année passée. Mhm. Maintenant, ici, ils font un gros recrutement. Est-ce que ce recrutement, tu penses que, ou Romain, pour un peu changer d'intervenant, est-ce que vous pensez que ce recrutement, c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire, ils vont se maintenir? Je fais juste un tout petit résumé. Ils perdent Guillaume Martin et ils perdent Axel Zinglé, on ne saura jamais comment on dit, il faudra lui demander un jour. Hein. Après, c'est compensé par Aran Bourou, Boukman, Teuns, Car, Samitier, Valentin Ferron, qui peut être intéressant aussi. En fait, c'est des coureurs où, à part Aaron Bourou, qui normalement assure une manne de points, t'as pas des certitudes, mais même s'ils Voilà. réussissent pas tous, enfin, moi, je suis assez convaincu que c'est un bon recrutement. Hein, mais, Ouais. Enfin, je vais laisser Romain répondre, il répondra plus en détail que moi, mais pour moi, il n'y a que Arenbrook qui est une assurance de points dans dans ces recrutements-là. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué à lire, hein. C'est-à-dire qu'il y a DSM qui, effectivement, là, par contre, là, c'est limpide. Il y a un projet, on a fait confiance à des jeunes, on a demandé à Romain Bardet de peut-être continuer une demi-saison en plus pour accompagner en douceur. Et je ne serais pas totalement surpris que si jamais DSM se retrouve sur la 19e place
le 30 juin que Bardet se dise, bon, bah, tant que j'y suis, je vais quand même terminer la saison pour encore aller chercher quelques petits points à gauche, à droite. Mais il y a quelque chose, effectivement, où il y a une sorte de dynamique à nouveau positive. Il y a une ombre au tableau, c'est Jacobsen, qui prend certainement beaucoup de budget et qui ne rapporte absolument rien, et pour lequel on a fait travailler d'autres mecs qui auraient pu prendre des points. Je pense notamment à Lund Andresen l'année Mhm. passée. Donc voilà, mais il y a des gars, hein, Bittner notamment l'a montré sur la Vuelta, il y a des mecs qui savent, alors on n'est pas sur les superpuissances, mais on a quand même une équipe qui peut aller marquer des points potentiellement sur tous les tableaux, et avec chaque fois des profils identiques, c'est-à-dire des jeunes qui montent, qui ne sont pas leur première ni leur deuxième, mais désormais leur troisième saison dans le World Tour. Hein, les Max Poole, Oscar Onley, tout ça, c'est des mecs qui sont très intéressants à suivre et qui savent aussi choisir, entre guillemets, leur course. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre de voir Max Poole faire un top 5 sur le Tour de France ou ni même le Giro, la Volta. Par contre, c'est un gars qui va aller faire des très bons classements sur le Tour de Burgos, le Tour d'Autriche, le Tour de Sicile, des machins comme ça. Et donc, on a là, je pense, une stratégie qui, de mon fauteuil, semble être la bonne et ne devrait pas être trop remise en question. Tu l'as dit, chaque année, ils marquent un peu plus de points et donc ils ne font finalement que prendre de l'avance sur les équipes qui sont derrière eux. Après, Cofidis, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que Cofidis est en train de s'écraser, mais a fait un recrutement qui est très intéressant. Sur le papier, c'est un des plus beaux recrutements, je trouve, du World Tour. En tout cas, si tu reprends tous les coureurs que tu as cités et que tu les mets à leur prime, c'est fantastique, hein. Aranburu, Teun, enfin, c'est un recrutement vraiment de très haut niveau. Mais il faut que ça marche. Il faut que ça marche et c'est ça la question. Non seulement il faut que ça marche pour ne plus perdre de points, mais il faut en reprendre davantage sur les autres parce que derrière, moi, Arkea, j'ai très peur pour eux. Je vais expliquer pourquoi juste après. Mais une OX qui est en embuscade ne fait que, à l'image de ce que je viens d'expliquer pour DSM Picnic désormais, ne fait que grandir enfin, année Mhm. après année, avec des Cort Nielsen qui ont bien franchi le cap, avec un Christophe qui continue à marquer des points de tous côtés, avec des Johannessen, des Warren Skull qui ont eu cette deuxième année où il a fallu un petit peu, hein, c'est toujours la confirmation, mais qui maintenant vont pouvoir rentrer à pleine puissance là-dedans, avec un Krohn qui vient d'arriver. Incroyable, Enfin, ouais. voilà, il y a donc là vraiment quelque chose d'intéressant. Et je disais, Arkea, j'ai un peu peur pour eux parce que ils avaient obtenu leur ticket, je ne vais pas dire par hasard, mais presque à la surprise quand même générale, hein. Rappelez-vous, tu l'as expliqué, c'était une étoile de Bessèges où dans le top 10, il y avait 5 mecs d'Arkea. Et toute la saison, c'était comme ça, avec des Hofstetter, enfin pas des Birman, c'était je ne sais plus qui à l'époque, mais toute une série de coureurs qui ne venaient jamais gagner des courses, mais qui venaient toujours prendre des points. Et ça a marché pendant un an. La deuxième année, ça a encore marché. Mais là, ça marche plus. Ça marche plus. Et on sait que c'est très difficile d'un point de vue budgétaire chez eux pour l'instant. Il y a eu le pari d'Emar on a cru que ça allait fonctionner lorsqu'il a changé en cours de saison. L'année passée, ça n'a pas trop fonctionné. Et donc, on a un Mozzato qui porte beaucoup d'espoir sur les épaules, mais qui est désormais un peu seul, hein, avec un Kevin Vauquelin. Il faudra voir si Kevin Vauquelin peut, je vais dire, c'est même pas confirmé, mais peut déjà se réorienter. C'est-à-dire que gagner le Tour de France, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue commercial, c'est très bon pour Arkea. Mais d'un point de vue point, ça rapporte pas tant que ça. Et donc, sur des courses à étapes, bah, il n'y a qu'un Christian Rodriguez qui est capable d'aller faire un top 10 sur une course qui ramène des points, donc dans une course à étapes. Sur les courses d'un jour, on l'a dit, il y a Mozzato, mais derrière, un Albanese est parti. Enfin, donc moi, j'ai vraiment peur pour eux. Il va falloir aller finalement pomper tous les points possibles et imaginables en Coupe de France. Sauf qu'en Coupe de France, il y a aussi Cofidis. Et donc, c'est ça qui fait que, à mon avis, il y a une des deux équipes françaises qui va basculer. Que ce soit Mhm. Cofidis ou Arkea, ben, pour l'instant, c'est avantage à Cofidis. Au niveau du recrutement, c'est avantage à Cofidis. Et au niveau de la dynamique, là, on se situe sur quelque chose d'un petit peu similaire. Donc moi, j'aurais tendance à parier effectivement plutôt sur un maintien de Cofidis ou à une montée alors de Uno-X. Moi, j'ai mis. C'est presque un pari fou, hein, mais moi, j'ai misé sur une montée du NOX qui ont pourtant 3000 points de retard quand même, 3000 points à rattraper. Mais je mise sur une montée du NOX. Est-ce que Ouais. peut-être pour te couper, il y a un élément, on a parlé
des invitations, hein, puisque Cofidis et Arkea ont un avantage sur leurs concurrents, Mhm. en tout cas sur UnoX, c'est qu'elles sont assurées de participer à toutes les courses qui ramènent le plus de points, le World Tour. UnoX est dépendant des invitations. UnoX ne fait pas partie des deux meilleures équipes Pro Team, donc n'a pas une assurance d'être invité sur ces courses. Mhm. Est-ce qu'on peut imaginer de la part des organisateurs de courses françaises, et on sait qu'il y en a beaucoup, dont parmi les plus grandes comme le Tour de France, Paris-Nice, etc., de se dire, tiens, parce qu'il y a la Philippe chez Tudor, parce qu'il y a Pidcock chez Q365, eh bien, ça nous fait une bonne excuse pour ne pas inviter UnoX. UnoX va aller chercher des petites courses scandinaves des 1.2, des 1.1, et on va par contre essayer de permettre à Cofidis et Arkea de prendre de l'avance dans les courses françaises. C'est un peu complotiste, hein, j'entends bien, Ah, mais tout est possible, hein. Oui, c'est pas fou. J'ai bien fait de vous laisser parler, parce qu'en fait, il y a eu plein de choses intéressantes. Je vais réagir vite pêle-mêle. C'est possible, ce que tu dis, Romain. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est pas impossible. En tout cas, peut-être pas dès le début de saison, mais si sur la toute fin, ça se joue, ouais, va savoir. Après, une X, c'est quand même. J'ai l'impression que c'est vendeur aussi d'avoir une Mhm. X maintenant partout. C'est un projet qui est quand même qui parle à pas mal de monde, etc. Donc voilà, j'ose espérer qu'en tout cas, ça se jouera à la régulière. Je voulais juste un tout petit peu rebondir sur Arkea. Très intéressant de t'écouter parce qu'en fait, je me suis concentré comme un con, je vais le dire, sur le Mercato et j'ai oublié de regarder quand même qui restait là. C'est vrai que l'air de rien, si Vauquelin démarre et Mozzato, des mecs comme ça, ils font une saison pleine, Ouais, c'est pourquoi vrai. pas? Alors que je les excluais tout de suite. Parce qu'en fait, le mercato, il est perdant, hein. Désolé pour les nouveaux arrivants, ils sont peut-être très bons, en fait, je les connais pas, et donc voilà. Mais ils ont essayé des trucs, et maintenant, tu l'as dit, il y a des problèmes de budget. Albanese, alors ça n'a pas marché, mais moi, j'aimais bien ces mecs-là, j'y croyais l'année passée. Albanese, Champoussin, Louvel, Decker, Barré, Maclay, ils partent tous. Ça fait quand même pas mal de potentiel points par rapport à ceux qui vont arriver. Donc j'avais envie de dire non, mais en t'écoutant, bon, je vais quand même dire non, mais ça me m'ébranle dans mes certitudes. Donc je vais miser tout simplement sur Picnic et Cofidis qui sont en bonne position pour l'instant. Un tout mini retour sur Picnic. Tu dis l'erreur c'est certainement Jacobsen et effectivement je ne vais pas discuter de l'erreur et du problème peut-être budget Jacobsen etc. Toujours est-il qu'ils prennent plus de points que les autres avec un Jacobsen inexistant à ce point-là qui ne peut pas faire pire. Au mieux ça remarche un petit peu, ça te fait encore monter tes points. Au pire ça reste pareil mais il ne peut pas faire pire. Donc au final même avec un Jacobsen pareil ils sont au-dessus des autres. Je vois pas ce qui peut leur arriver, quoi, cette équipe-là, hein. Donc, moi, je l'avais misé Picnic et Cofidis. Même si j'aimerais une EX, hein. 3000, c'est beaucoup. 3000, c'est vraiment beaucoup. Après, oui, hein, t'as raison, ça se met bien en place. Johannessen, il a pas de chance. S'il peut enfin faire une saison épargnée par les problèmes, Johannessen, ça peut cartonner, hein. Mais de là à reprendre autant, je sais pas. D'autant plus que c'est beaucoup, hein. 3000, c'est vraiment beaucoup. Mais entre 2002 et 2023, ils ont 4000 points en plus. Mhm, C'est-à-dire bien qu'en sûr. 2023, ils ont mis 4000 points en plus qu'en 2022. Et là, 2005, en 2024, ils ont mis 2500 points en plus qu'en 2023. Donc s'ils continuent comme ça, tout est possible. Oui, mais alors, dans 3 ans, c'est UAE, quoi. Oui. Quoique, il y a Non, encore j'exagère, une oui. petite marge. Il y a encore de la Mais oui, marge. évidemment, ça peut pas être comme ça. oui, d'autant que tu l'as dit, hein, Astana est loin désormais avec 5000 points, mais Astana fait aussi un recrutement assez intéressant, au-delà évidemment de cette coloration très italienne, assez surprenante. Mais il y a quand même un recrutement intéressant. On l'a dit, Tudor et dans une moindre mesure Q36.5, on fait venir des grands noms du cyclisme qui vont rapporter des points aussi. Donc les points vont se dispatcher. C'est pas aussi simple que de se dire il y a une manne de 1000 points à Oui, oui, bien sûr. partager entre ceux-là. Il y a plein d'autres équipes derrière qui vont venir se mêler à la chose et qui vont forcément rendre les trucs plus compliqués encore, en tous les cas pour celles qui sont derrière. Juste pour ceux que ça intéresse, bon, il faudra retrouver l'archive parce que c'était en début d'année passée. J'avais écouté Radio Peloton où il parlait de la course au poids avec Oliver Nassen. Donc c'est un podcast de l'ADH, je pense, où ils reçoivent un coureur, un directeur sportif. Et j'avais été un peu surpris par les propos d'Oliver qui aime beaucoup cette montée-descente, ce système sous 3 ans, cette course au poids. Il a eu du mal à s'y faire au tout début, la première année, et puis lui, il trouve que c'est très valorisant, ça te donne envie de te battre pour des accessites, c'est valorisant de dire que tu as rapporté tes points, que tu as aidé ton équipe finalement à atteindre son objectif, etc. Donc, je voulais juste l'évoquer parce que ça m'avait surpris, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, ça a été fort critiqué au début quand ça a été mis en place, parce que ça change quand même, on va pas se mentir, ça change un peu la nature du cyclisme sur certaines courses. Mais voilà, le son de cloche inverse comme ça était très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast si vous voulez, quoi.
En soi, si tu décides de suivre cette course à points, ça doit être hyper excitant à suivre au quotidien, hein. Mhm. Oui, peut-être que le cyclisme n'a jamais été autant un sport d'équipe finalement Mhm. que maintenant, puisque ça, c'est en équipe qu'on va pouvoir se maintenir. On arrive tout doucement au bout de notre premier podcast de cette saison 2025, mais on ne terminera pas ce premier épisode sans évoquer quand même aussi les courses qu'on va pouvoir vivre ensemble. Alors, bien sûr, comme d'habitude, hein, on préfacera les plus grandes courses en long et en large dans le petit plateau, mais peut-être de façon vraiment ici générale. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2025 en termes de courses? Est-ce qu'il y a une course en particulier peut-être pour laquelle vous vous réjouissez? Moi, ce que j'espère, en tout cas, je sais pas, c'est une attente, c'est une espérance, c'est qu'on va avoir des matchs. Ouais, Vous savez que enfin. j'aime bien Pogacar et que c'est beau, c'est numéro, mais maintenant, c'est bon. Tadej gagne, mais en mettant du suspense, s'il te plaît. Donc voilà, mon espoir, en fait, si tu reprends le calendrier, c'est Milan-San Remo, Pogacar contre tous, peut-être plus Van der Poel et Van Aert que encore les autres contre tous, mais bon, en tout cas, voilà, objectif à fond Pogacar, il lui manque, mais il devra faire face à tout le monde. Le retour de Pogacar sur le run, ça me réjouit évidemment de fou, tant je pense que VDP est intouchable si Tadej n'est pas là. Mais je pense que VDP peut accrocher Tadej. Donc ça, je suis content. On verra. Oui, je vois que tu fais la mimique. Peut-être, peut-être. Tadej sera mon favori, hein, mais je veux dire, je pense que voilà, pour moi, c'est pas gagné d'avance. Bon, on en parlera dans la Ok. preview run, mais je suis content qu'ils s'affrontent sur ce terrain-là. Pitié que Wout soit enfin au top et qu'il lui arrive rien sur Roubaix et qu'on ait ce Van Der Poel Van Aert sur Roubaix. Tout ça, ça m'excite un peu. Le Tour, moi je crois en Vingegaard. Tous ceux qui me suivent le savent. Donc je pense qu'on peut avoir la revanche. Vraiment, Vingegaard peut malmener Pogacar et sera peut-être mon favori. On verra les états de forme à ce moment-là. Mais voilà. Je prends une seconde pour parler d'un tout petit paradoxe avec ça, où je fais toujours l'apologie de la polyvalence. J'aime pas Vingegaard parce qu'il se concentre trop sur un objectif, etc. Cette année, il va peut-être doubler avec le Giro, c'est ce qu'on entend partout. Je sais pas si c'est sûr ou pas. Ben, cette année, je voudrais qu'il fasse que le tour. Je suis désolé, je suis pas là pour contrarier tout le monde, hein, mais si vraiment, je veux dire, ce qu'on a vu avec Pogacar l'année passée, je suis quand même pas sûr que ce soit la norme. Je suis pas sûr que normalement tu sors du Giro tout à Non. fait frais et tout à fait normal pour entamer ton Tour de France nickel. Je sais que le cyclisme a évolué. Je sais pas. J'ai quand même un peu peur que le Giro laisse des traces et qu'il soit pas à 100% face à Pogacar sur le Tour parce que je crois en Vingegaard, mais un Vingegaard qui veut le faire, c'est son objectif principal et Ce son le truc, sera, c'est hein, le Tour, ceci quoi. dit. Ce le sera. Et oui, je pense que voilà, s'il fait le Giro, il le fera dans la même optique que Pogacar, c'est-à-dire pas à 100%, mais en étant meilleur que les autres quand même. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux, c'est des duels, pas de poisse, et des vrais combats sur toutes les courses, parce qu'on n'en a pas. On en a pas eu cette année. Je veux Vingegaard face à Pogacar sur le Tour. Je veux voir ce que vaut Remco Evenepoel avec, on l'espère, une préparation pas tronquée, loyale envers tout le monde, tout le monde ayant la même. Voilà, voir ce qui vaut là maintenant sans chute ni rien face aux deux autres. Je veux Van Aert face à Van Der Poel, je veux un vrai Milan-San Remo, je veux des duels partout. Je veux voir un Roglic sur le tour aussi avec les nouveaux budgets de Red Bull en plus de ça. Donc voilà, si l'année nous offre voilà, tout ce dont on peut espérer, elle sera très belle. Maintenant, si c'est comme l'année passée avec des chutes en tout genre, des coureurs absents, des dominations à outrance, ben voilà, ce sera tout aussi désolant. Vu un peu les calendriers qu'on a pu lire à gauche, à droite, Romain, ouais, Alexis, tu le dis aussi, mais la course, si tu devais citer une course que tu attends, qui te hype là, vu ce qu'on imagine comme force en présence. Je suis pas très original et au-delà des forces en présence, moi, il y a quand même toujours les mêmes courses qui me fascinent, hein. Donc, c'est Roubaix, Mm. c'est le Tour, bien évidemment. J'ai Des une affection Flandres. particulière, oui aussi. J'ai une affection particulière pour la Vuelta en fin de saison. Le Liège-Bastogne-Liège passe devant ma porte. Donc voilà, il y a forcément toute une série de courses comme ça qui me passionnent plus que d'autres. Euh, il y en a finalement une que que j'attends de moins en moins, c'est le Giro. Ça reste Mhm. sur les grands tours, je suis un peu désolé. Euh, Parce que j'aurais bien aimé voir un Remco Evenepoel faire le Giro. En fait,
je peux comprendre qu'il y ait cet objectif de gagner le Tour de France à moyen, à long terme et qu'il faut s'y préparer. Mais, mais je pense que là, en l'état, il n'est pas encore au niveau de pouvoir rivaliser avec Pogacar et Vingegaard. Et donc, il y avait peut-être une opportunité, d'autant au vu du parcours qui était présenté sur le Tour de France 2025, il y avait une opportunité de laisser finalement ces deux ogres s'affronter dans un terrible duel en juillet et de pouvoir peut-être profiter de ça pour aller chercher une victoire sur un Giro. Euh, Pas aller rechercher une victoire sur une Vuelta. Donc voilà, ça, je suis un petit peu déçu, ça m'a un petit peu cassé dans mon élan pour le Giro. Donc voilà, j'avoue que pour l'instant, je suis assez ouvert. Il y a peut-être une course qui m'intrigue, ce sera les mondiaux de Kigali. Mm. On a beaucoup parlé de ça quand on a attribué les mondiaux aux pays africains, pour voir justement cette ferveur. On ne regarde jamais, il faut le dire, hein, des courses en Afrique, et rien que voir cette ferveur populaire, quand on voit les quelques reportages, les quelques images qu'on voit justement du Tour du Rwanda, par exemple, c'est quelque chose d'assez assez remarquable. Donc voilà, très, très curieux simplement de voir ça. Au niveau exotisme, il paraît qu'il faut regarder le Tour de Guadeloupe avec les commentaires locaux. Apparemment, tu peux trouver ça. J'ai entendu Quentin Bézat qui était invité dans Le Coup Tordu, qui a même gagné d'ailleurs 2 étapes là-bas. Ils sont très chauvins, apparemment. Ils râlaient un peu que Quentin Bézat vienne gagner les étapes. Et j'entendais Latib et Vincent parler de ça. Apparemment, mais vraiment un régal quoi, de les écouter. Donc, cette année, je vais essayer de me le trouver et d'écouter ça. Un peu hors sujet ce que je dis là, mais voilà. Et pour te répondre sur le Giro, c'est marrant. Moi, j'allais dire, les courses que j'ai pointées, c'était le Tour, et je t'ai dit des Flandres un peu parce que j'ai mis le Tour des Flandres et de France. Ce sera mes 2 courses préférées. Mais par contre, j'avais pointé le Giro, justement. Euh, Justement parce que ça va être normalement l'occasion de voir Ayuso en leader. Et voilà, on taquine souvent avec Ayuso et tout ça, mais ça reste quand même derrière les fantastiques auxquels on met donc Remco, etc. hein. Je me rappelle qu'Alexis avait dit arrêtez de me faire rigoler en mettant Ayuso devant Remco, je suis d'accord avec Alexis. Mais derrière ceux-là, voilà. Et pour te dire, Alexis, je t'entends te dire je veux Roglic sur le tour. Moi, pas, parce que pour moi, c'est fini. Par Ouais, mais j'ai contre, toujours bien aimé Roglic aussi, hein, donc ça joue. oui, mais moi aussi, j'aimais Roglic, mais pour moi, il va aller faire que de la figuration face aux autres. Et donc, par contre, Ayuso Bon, ouais, c'est Roglic, probable. est-ce que Ayuso peut. En fait, Ayuso, on dit, c'est celui qui est peut-être le plus proche de rentrer dans la catégorie des fantastiques au niveau grand tour, etc. Et Roglic, celui qui est le plus proche d'en sortir. Enfin, on ne sait pas très bien où on met la ligne. Et je veux Mhm, voir mhm. là où ça se croise, en fait. Si les deux pouvaient s'affronter sur un grand tour, alors je dis le Giro, en fait, peu m'importe le tour. C'est juste, je veux voir l'affrontement sur un grand tour de ces deux-là, Ouais. en tant que leader. Et en ça, le Giro, il pourrait me hyper si Roglic y allait. Euh, le problème, c'est qu'il y aura Vingegaard. Et que Vingegaard, même à 80%, normalement, ce sera au-dessus. Même si Ouais. ce sera bien hein, de voir. Franchement, si Ayuso, ça veut être la pépite qu'on nous vend, face à un Vingegaard qui ferait le Giro, mais avec vrai objectif Tour de France, malgré tout, ça peut aussi être intéressant de voir Ayuso Ouais. soit le battre, bon, rêvons peut-être, mais soit même ne pas être trop loin. Je veux dire, ce serait déjà bien de voir jusqu'à quel point il peut s'accrocher aux Danois, je trouve. Donc, étonnamment, moi, le Giro cette année, c'est une de celles que j'attends le plus. Ben, moi, je trouve que encore un peu de mal à voir très très loin dans cette saison. Et je trouve qu'on est toujours très influencé. Enfin, moi, en tout cas, je trouve beaucoup de gens par ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que fin 2023, on attendait qu'une seule chose, c'est que Pogacar arrive à retrouver un niveau proche de celui de Vingegaard. Maintenant, on espère l'inverse. Et on a eu tellement peu d'incertitudes en 2024 que j'ai envie de regoûter à l'incertitude en 2025. Et du coup, quelle course provoque beaucoup d'incertitudes? C'est Milan-San Remo. Donc à l'heure actuelle, c'est Milan-San Remo que j'attends le plus. Et éventuellement Roubaix à condition qu'on ait un Wout van Aert à 100%. Ok, ben en tout cas, on verra ce que cette saison 2025 nous réserve. On pourra aussi, dans toute cette saison, donner nos paris finalement hein, de toutes ces grandes courses. Et ben, peut-être lancer un petit appel justement à vous qui nous écoutez sur le petit plateau. Vous le savez, c'est une habitude qu'on a pris depuis le début, c'est de vous livrer nos pronos fous, c'est-à-dire des pronos qui sont pas totalement irréalisable, mais quand même assez inconcevable. On rappellera quand même que l'année passée, on avait une victoire d'Arnaud Delis sur Paris-Roubaix. Hein, c'était le prono fou de Damien. On avait Pogacar qui gagnerait à lui seul les 3 grands tours. C'était mon prono fou. On n'y était Pas pas loin. loin.
Et puis, on avait ce prono qui nous paraissait, il faut le dire, fou en début de saison. C'était que Wiesmann ne gagne pas un seul grand tour. Alexis, c'est toi qui l'avais mentionné. Eh ben, c'est arrivé. J'ai vu Donc la voilà, vous lumière. voyez, un prono fou, c'est ça. On a la lumière, mais parfois, la lumière ne s'allume pas au bon étage. Mais donc, voilà, si vous qui nous écoutez, vous avez envie de nous partager votre prono fou, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Faites une petite vidéo avec votre téléphone en face cam, vous envoyez ça par mail ou par Twitter, en commentaire, peu importe, par mail, lepetitplateau, en un mot, hein, lepetitplateau, arobase mail.be. Et nous, on vous proposera dans les prochains jours, prochaines semaines, eh bien, un numéro spécial sur ces pronos fous. En tout cas, on vous présentera nos pronos fous et on réagira évidemment aux vôtres. D'ici là, Alexis, Damien, je vous propose d'en rester là pour notre premier épisode de cette saison 2025 et de se donc donner rendez-vous très bientôt en attendant le grand début de cette troisième saison déjà du Petit Plateau et cette saison 2025 du cyclisme. À bientôt les copains. À tout le Ciao. monde.